Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être venus aujourd'hui pour ce petit déjeuner IA et BD et pour faire un point depuis la dernière table ronde qu'il y avait eu l'année dernière. Donc, je me présente rapidement, je suis Elodie Miglior, doctorante au CEPI, donc le Centre d'études internationales de la propriété intellectuelle. Et j'ai l'honneur d'animer aujourd'hui cette table ronde qui est composée donc de Marie Tumler, autrice BD depuis une vingtaine d'années, qui donne également des cours dans des enseignements supérieurs d'art. Également Frédéric Maupaumé, scénariste BD, président d'honneur de la Ligue des auteurs professionnels et aussi un peu le lanceur d'alerte sur les impacts du développement des outils IA sur les métiers de la création. Frédéric Young, délégué général de la Belgique pour la SACD et la SCAM. Et enfin, Jean-Marc Deltorne, professeur au CEPI et qui a aussi une double casquette avec une expertise technique, mais aussi juridique. Donc, très intéressant aussi d'avoir cette expérience sur notre table ronde. Et pour débuter cette première table ronde, je vais peut-être poser une première question à Marie pour savoir quelle est l'évolution depuis l'année dernière sur l'utilisation des outils d'IA, et notamment, par exemple, à la perception que le public peut en avoir. Est-ce qu'il y a une évolution flagrante ou Bonjour à tous et à toutes. Oui, à ce propos, moi j'ai préparé des petits visuels que Armel va me projeter sur l'écran, qui vont appuyer le propos pour un. Donc l'évolution, bon déjà, alors il y a la manipulation par l'image, elle a toujours existé. Mais là actuellement, donc ceux-là, vous avez certainement déjà dû les voir passer sur Internet. On atteint un niveau de réalisme frappant. Armel, tu peux passer sur la suivante, s'il te plaît. Donc vous avez sur la gauche, vous pouvez voir que donc l'image, on peut s'en servir pour véhiculer n'importe quelle idée de manipulation, puisque là ce sont des fausses photos qui sont diffusées. Après chacun fait son interprétation. Sur la page suivante, donc vous avez là on voit un exemple avec Adobe qui vend de fausses images de la guerre entre Israël et le Hamas, ou aussi moi ce que j'appelle en fait c'est la course au clic, la course à l'image, à la présence sur les réseaux sociaux. On fait du sensationnel pour être présent, pour faire du clic, ce qui génère des revenus. Donc là, on met n'importe quoi un peu pour ce que les gens puissent cliquer, être interpellés. Mais au final, tout ça, ce ne sont que des fausses images, ce sont des filtres. On utilise des personnes qui existent, on utilise leur visage alors qu'ils ne sont pas au courant de ça. On peut passer à la suite, s'il te plaît, Armel. Donc après, le problème que ça génère, c'est en fait le public est complètement perdu entre ce niveau de réalisme, puisque nous, professionnels de l'image, on arrive encore avec notre œil à voir la supercherie, mais le public lambda, lui, il est complètement paumé. Sur les réseaux sociaux, il pense que c'est vrai. Donc on est obligé de faire une sorte d'alerte. Il faudrait vraiment que, pour l'instant c'est ouvert à tout vent, il n'y a aucune obligation d'indiquer que cette image est créée virtuellement par une intelligence artificielle. Moi j'appelle pas ça une intelligence artificielle en l'occurrence, mais plus un générateur d'images. Et par exemple là on a un exemple avec la société. En fait, c'est une société, VTC Itch, qui a créé. C'est une société qui travaille en banlieue. Et donc, pour sa communication, elle a testé des mots-clés. Donc, les mots-clés, c'était en France. Et après, elle a rajouté le mot en banlieue. Et en fait, le problème, c'est ça commence par là, la systémisation des clichés. En fait, on perpétue des clichés. Donc là, en fait, bon, les images sont petites, mais l'idée, c'est on voit des visuels de la France très belle, très bourgeoise, très jolie, très bien mise en valeur. Et en fait, le cliché de la banlieue avec des images délabrées, des ruines. Alors ça, c'est juste un exemple. Hein. Ce que je montre à chaque fois, ce sont juste des exemples. Mais en fait, on peut l'appliquer à tout. Parce qu'ensuite, après, il y a des problèmes de stéréotypes raciaux. Par exemple, ils ont ensuite testé sur un enfant mexicain. Donc, en fait, on a tout de suite un cliché qui s'affiche avec un jeune garçon à la peau
typé. Et en fait, il avait un sombrero et puis des fleurs derrière. Mais toutes les images, elles étaient du même acabit. Il y a aussi un mariage français. Ça va être un mariage en blanc. Et on perpétue des stéréotypes, on les extrapole, on les agrandit encore plus, ce qui n'est pas bon en fait pour l'image de notre diversité culturelle, notre diversité de vie. Et après, ce qu'on voit là, c'est par exemple la photo avec le jeune garçon et le chat. Donc ça, c'est un concours de photos, mais en fait, c'est une fausse image, sauf que rien ne le montrait. Donc les gens pensent que c'est une véritable réalisation qui ne l'est pas. Alors après, on va aller dans l'absurde, parce que par exemple, on fait, moi j'appelle ça du fast image, fast culture. On crée le plus possible pour inonder les réseaux, pour être présent. Et là, en fait, avec cette couronne magnifique de chat, en fait, les gens pensent que c'est du fait main. Pour l'instant, nous, on voit, mais même si on fait des détails, on voit que c'est du faux. Mais malheureusement, on en vient à, on va perdre ces différences. Armel, si tu veux bien faire la suite, s'il te plaît, merci. Donc, alors en plus, on fait, comme on veut de la com et tout, on mise sur les trucs qui marchent fort. Donc, par exemple, les chats, ça c'est un thème récurrent et tout le temps. Mais, alors, je vous montre sur la première image à gauche, vous voyez design, photo, architecture, chat, mais en fait, parce que ça englobe tous les métiers de l'image. Donc là, ce truc-là, ça représente bien le design et tout. Mais en fait, donc ce sont des fausses images, bien sûr, mais malheureusement maintenant, ce qui concerne par exemple l'architecture, donc les architectes peuvent s'en servir comme outil. Ils vont mettre des mots, des prompts, ça va leur dégrossir un projet, une idée, mais là pour l'architecture c'est quand même quelque chose de précis, de sérieux, on ne peut pas faire ce qu'on veut, il y a des trucs qui sont impossibles, donc derrière il y aura quand même l'esprit de l'architecte qui va être là, mais ça les aide vraiment, je trouve. Je suis pas architecte, mais pour l'instant moi ce que j'en vois c'est que ça peut être vraiment un outil en appoint, en plus. Et qu'est-ce que je voulais dire ensuite? Oui, donc on va vers le grotesque. Là, carrément dans le grotesque. Là, les gens pensaient vraiment que c'était du vrai. Hein. Alors qu'en fait, la personne, la mamie, c'est même pas la même à chaque fois. Il y a des erreurs. Bon, ça, c'est des erreurs. Vous voyez, les 4 mains, les 4 doigts ou les 6 doigts. Mais ça va disparaître. Pour l'instant, on voit ça, mais ça va disparaître. On peut passer à la suite. Armel, si tu veux bien. Donc après, le truc, c'est générer des visuels pour être présent dans tous les domaines. On peut le faire dans le j'appelle ça un peu dans le loisir, le mode loisir, avec, ils ont repris les acteurs de Friends, mais malheureusement, on leur a pas demandé. Déjà, là, il y a une question de droit sur notre image, l'image de la personne. À quoi pourquoi? Enfin, à côté, vous avez donc là, ce sont des visages étrusques. En fait, là, c'est les gens qui vont cliquer dessus, ils vont se dire ah c'est super ce portrait de femme antique et tout. Mais en fait, là, c'est juste une interprétation, une vision d'artiste. Là, il n'y a rien du tout de scientifique là-dessus, comme modelage. Parce que ça tient en aucun compte des faits scientifiques et de l'histoire. Et là, en fait, on commence à rentrer à nouveau dans des stéréotypes de la femme belle, comment elle doit être. Il y a un certain visage, il y a un certain posing et tout ça. Donc, parce qu'en fait, comme c'est un générateur qui prend les points les plus représentatifs, malheureusement, il y a des trucs qui sont comme ça. On essaie de sortir des stéréotypes à l'heure actuelle dans la création, dans le dessin. Alors après, je passe ça assez rapidement parce que je ne veux pas monopoliser. Vous avez donc sur la droite, là c'est quelqu'un, un artiste qui a généré un visage de Ramsès, mais pareil, là il n'y a rien de scientifique du tout. Donc on peut voir ensuite sur l'image juste après, en fait c'est une momie de Tenerife en Espagne, où il a généré aussi quelque chose, c'est l'IA qui a généré par rapport au visage de la momie. Mais le truc c'est que pareil, il n'y a rien de scientifique là-dessus, puisque là on voit quelqu'un qui est de type caucasien avec des yeux bleus, les cheveux blonds, alors qu'en fait on voit en dessous la version archéologique. Juan Villa, c'est quelqu'un qui reconstruit les visages, mais de manière scientifique, avec tous les procédés, si vous connaissez un peu, c'est très très cadré par rapport à tous les pays et tout. Et donc là, on voit, c'est le même visage, mais en fait, c'est le véritable...
approximativement plus le vrai visage qui est là, puisqu'on n'arrive pas à le faire à 100%. Voilà. Donc là encore, on est dans un cliché qui est extrapolé. On peut passer à la suite, s'il te plaît. Donc là, on peut voir, ça c'était il y a 1 an, la première image là-bas, tout là-bas à gauche, c'était il y a 1 an, et maintenant c'est après le rendu hyper réaliste qu'on peut avoir. Là, c'est vraiment l'évolution rapide à cette étape-là. Donc maintenant, ce qu'on peut faire aussi, c'est travailler en direct les 2 petites images en gris là. En fait, vous commencez à dessiner, et puis votre image, elle va être générée en temps réel. Donc vous pouvez par exemple juste faire un rond et une forme et le bouger. Et en fait, vous lui dites, ce rond-là, c'est le visage, ça, c'est le corps. Et vous le modelez comme ça, vous pouvez le voir, vous pouvez le trouver sur Twitter, X. Et donc, le visage va s'animer, vous pouvez trouver l'inclinaison qui vous plaît. En dessous, pareil, c'est une illustration on fait un juste croquis, et puis vraiment, c'est assez impressionnant. La rapidité, c'est tout de suite, c'est vraiment en temps réel. Et encore en dessous, là où il y a le petit Papa Noël, en fait, là, ça va encore plus loin. Donc là, ça touche à la 3D. On fait juste un petit croquis basique, de rien du tout. Et ensuite, l'IA, elle va vous le générer en volume en 3D, mais aussi en animation. C'est-à-dire que vous avez une petite animation déjà qui est là. Donc là, de toute façon, tout ça, ça va aller. C'est obligé, ça va être fait de toute façon. Ensuite, donc, vous avez l'appropriation des visages. Donc, comme je disais, maintenant, pour refaire de l'argent rapidement, et puis on vous propose de coller au stéréotype, là le visage là que vous voyez en haut. En fait, vous pouvez mettre votre photo et ensuite avoir votre visage façon dessinée en illustration. Mais là, le visage de la jeune fille, elle est aussi, elle, générée par IA, c'est certain. Et donc, vous pouvez acheter votre truc, mais pour coller à quoi ? Pour coller à une image standardisée qu'on retrouve partout et qui est lissée et surtout qui, au départ, prend sa source sur le travail des auteurs, puisque l'IA pompe absolument tout ce qu'il y a sur Internet pour générer. Donc, ça lisse le rendu visuel. Et ensuite, en dessous, pareil, appropriation d'image. Du visage de quelqu'un, puisque là c'est quelqu'un qui crée ses personnages pour son histoire, mais il se sert des visages connus, donc il n'y a rien qui dit dans ces posts que c'est telle personne, mais on reconnaît très bien, je ne veux pas le dire, mais bon, parce que vous le savez qui c'est quand même, mais peut-être pas, mais bon, voilà, c'est Jon Snow, voilà, mais c'est son visage, quoi, donc, dans Game of Thrones. Voilà, donc on ne lui demande pas son avis, le gars il est bankable, tout le monde l'adore, allez hop, je mets les prompts et puis voilà. On peut passer à la suite, Armel, s'il te plaît. Donc, stéréotype et business, donc certainement vous avez peut-être déjà vu ça, généré par l'IA, donc ça c'est une influenceuse qui est virtuelle, il n'y en a pas qu'une, il y en a plein, il y en a au Japon, tout ça. Donc là pareil, là, pourquoi elle a été créée ? Concrètement, tout simplement parce que l'agence n'avait pas envie de s'emmerder, entre guillemets, excusez-moi du mauvais mot, avec du vivant, en fait. On n'a pas envie de gérer des personnalités qui veulent être vachement trop payées pour ce qu'elles font, tout ça. Bah voilà, qu'elles s'en tiennent. On crée notre nana. Le visage est complètement généré. On peut prendre, il y a une fille qui va poser dans un appartement et tout ça, on va lui coller son visage, tout ça. Même maintenant, on peut faire des vidéos, donc bon. Donc cette influenceuse virtuelle génère énormément de business, énormément d'argent. Ça, c'est une application possible, mais voilà. Qu'est-ce qu'on veut faire après à la suite ? Parce que ça va être la conclusion. Ça, c'est la dernière image. Ici, la jeunesse, les stéréotypes et l'hypersexualisation. Là, c'est vraiment, là, pour moi, le danger ultime. Donc, parce qu'on commence à de plus en plus synthétiser les visages et à lisser le style, on va maintenant demander, donc ça, c'est un truc, un média du web. Donc il dit, et tiens, et si Disney faisait un live action de La Reine des Neiges ? Qu'est-ce qui va générer le truc ? Et ben voilà, on a un visage très, très juvénile, mais hyper sexualisé. Et ça, les gens trouvent ça normal. Mais ça, non, c'est pas normal en fait, parce que ça habitue l'œil. Ça habitue, on dit, ah bah oui, mais c'est pas grave, c'est ça, c'est comme ça. Parce qu'en fait, quand on grandit avec cette image-là, on se dit qu'on est assigné à ça. Mais c'est pas ça le futur. C'est pas ça, l'être humain, il est pas comme ça. Donc c'est pas, on doit pas se laisser faire, à se laisser générer des trucs qui vont définir qui nous sommes. Et c'est très important de notifier
d'indiquer que ça c'est fait par IA, parce que ça les gens, là c'était dit, mais sur d'autres c'est pas dit. Et en fait, on va sur une perte de valeur de l'humain, une perte du savoir-faire. Ça c'est hyper important, parce que en tant qu'artiste, en tant que prof, on apprend aux élèves à trouver leur identité artistique. Nous, c'est notre richesse en France. Je le dis à chacun de mes élèves, mais c'est notre richesse en France. On a une écriture personnelle. C'est ça qu'on essaye à chaque élève qui développe leur écriture, leur vision avec leur histoire propre. Et c'est ça qui donne la diversité culturelle. Et là, on est en train de faire un lissage. Mais l'avenir, pour moi, ça va être peut-être ces deux voies. On ne sait pas, on n'y est pas, hein, mais ces deux voies. C'est-à-dire, il y en a, ils vont utiliser ce truc-là. Il y en a d'autres, ils vont pas l'utiliser. Et en fait, c'est l'éthique qui va l'éthique d'utilisation, l'éthique de travail, ce qu'on veut véhiculer, c'est ça qui va faire la différence. Et c'est les gens aussi, les gens qui vont cliquer ou acheter. C'est eux aussi, c'est toujours un acte militant. Quand on achète quelque chose, c'est un acte militant. Il faut toujours y penser. Et il faut continuer à le dire pour que les gens puissent prendre conscience et pas qu'on se laisse bouffer dans ce truc-là. Parce que là, on perd pied en fait. On essaie de rattraper, mais faut pas cesser faire. Faut continuer. Faut en parler. Voilà. Merci Marie. Alors juste... Pour préciser aussi, il y aura 30 minutes de questions plus ou moins à la fin, donc si vous avez des questions, vous pourrez les poser à la fin sans souci. Et donc ton exposé soulève plusieurs questions qui sont très intéressantes et sur lesquelles peut-être nos autres conférenciers peuvent rebondir, notamment sur aussi la question du style, parce que tu expliquais qu'on pouvait, si on est habitué à reconnaître une image générée par IA d'une non générée, mais oui, qu'est-ce qui se passe justement quand on reprend un style, ça devient encore plus compliqué. Peut-être rebondir d'abord sur cette première réflexion, Frédéric. Ouais, je vais juste déjà rebondir sur le prémisse qui est que quand on est habitué, on peut le reconnaître. En fait, c'est pas vrai. C'est de moins en moins vrai. C'était vraiment vrai en début d'année dernière. Ça allait de moins en moins. J'ai participé à une étude ciblée sur les artistes professionnels avec des visuels générés par IA et générés par humain. En gros, il fallait reconnaître est-ce que ça s'est fait par une IA, est-ce que ça s'est fait par un humain. Le taux de réussite de l'ensemble de la population à ce test-là est de 49%. Une chance sur deux. Vous n'avez aucune idée, si vous n'êtes pas professionnel, de si c'est fait par image ou pas. C'est au hasard. Mais les professionnels informés sur cette question-là, militants, etc., arrivent à 70%. C'est-à-dire qu'une fois sur trois, on plante. Une fois sur trois, on croit qu'une image a été générée par IA, elle a été faite par quelqu'un. Une fois sur trois, on croit qu'elle a été faite par quelqu'un et ça a été fait par une IA. Et là, c'est là où on en est aujourd'hui. Dans un an, on va être à 80, on sera, nous, les professionnels, à 55% et on ne va pas s'en sortir. Les images grossières qu'on avait en début d'année et qu'on voit encore, il y a 6 doigts, il y a machin, il y a truc, etc. Ça, on n'en voit quasiment plus quand c'est fait intelligemment. Aujourd'hui, pour reconnaître une image générée par IA, les professionnels, ils regardent des zooms et ils se disent un humain n'aurait pas été travaillé à ce point les détails sur cette partie-là, par exemple du vêtement d'un personnage, parce que l'œil humain ne va pas les regarder là. Donc on en est sur d'essayer de comprendre une intentionnalité que n'aurait pas eu un humain. Enfin, c'est vraiment compliqué. Voilà, pour la question du style, je vais passer à Jean-Marc. Mais en fait non, je vais rebondir sur ce que tu disais du coup avant de répondre à la question. Non, mais en fait c'est vrai que ça évolue très très vite. C'est des vieilles histoires, l'IA, hein, c'est pas tout nouveau. Là on passe dans un régime d'accélération complètement délirant en fait. Donc ça échappe à plein de gens, y compris dans l'univers technique, qui s'exaltent parce qu'on est tous des geeks et donc du coup on se laisse prendre au jeu. En fait, sans réfléchir à des questions de droit, par exemple, parce que finalement, on s'en fout. Donc, les gens qui produisent ces grandes machines à faire de l'image, du son, de la vidéo, du texte, évidemment, c'est aussi nous, parce qu'on bidouille avec toutes ces machines, comme tout le monde, forcément. Les gens qui les produisent n'ont pas forcément conscience, et c'est pas une excuse, hein, de l'enjeu que ça représente, en termes de licéité, des droits, de vous, en fait, les créateurs. Et puis après, toutes ces histoires que tu as relevées, hyper importantes, et on pourrait faire toute la présentation de la matinée, de la semaine, sur les slides que tu as montrés, tous les enjeux de droit qu'ici, des droits de la personnalité, droits à l'image, des droits fondamentaux, la préservation de l'espace privé, et la normalisation de l'espace public. Vous voyez, c'est tout ça. Enfin, c'est là, dans ce qu'on a vu dans les images, il y a tout.
Donc l'histoire du style, ça revient aussi. Les 50% pour nous, c'est un truc qu'on a testé à l'école, enfin à l'école, université, au CEPI aussi, c'est pareil, exactement les mêmes résultats. Donc là, ça veut dire c'est un pile ou face. Tu reconnais pas, c'est pareil. Ça veut dire qu'on est tous paumés. Si on n'impose pas, et c'est pas qu'une histoire d'éthique, c'est une histoire de droit. Hein, il faut imposer en fait des réglementations qui font qu'on est obligé à un peu plus de transparence. Sinon, ok, on va pas savoir reconnaître, des fois on s'en fiche, mais d'autres fois c'est déterminant parce que ça vous empêche vous de vivre à la fin. Donc l'histoire du style, c'est pas protéger le style, heureusement d'ailleurs, parce que vous vous inspirez d'un style, je sais pas, cubiste, un genre, enfin autre chose. Très bien, vous vous inspirez tous. Vous avez, je ne sais pas s'il y a que des graphistes ici, mais vous avez appris à dessiner. Donc forcément, c'est des référentiels, on s'appuie sur les épaules des géants, etc. Et c'est très bien de pouvoir saisir un style pour se l'approprier et de trouver sa voie. Donc s'il fallait protéger le style, ce serait la cata. Enfin, pour vous tous, vous imaginez les tiges à foison. Donc c'est bien de préserver cette espèce de liberté. Si et seulement si, là, il permet en fait un encouragement justement à une diversité culturelle, à un pluralisme, ce qui est l'opposé de ce qui est fait par ces machines, qui est en fait une mécanisme à normaliser le langage. Le langage, alors là pour le coup, je ne suis pas un expert, hein, mais ChatGPT, moi je reconnais maintenant. Je vois les bullet points, je m'excuse au début, je m'excuse à la fin, enfin bon, il y a tout quoi. Et on a très très vite en fait une capacité à saisir certains attributs, mais comme disait Frédéric, dès qu'on le sait, on le corrige, on le rend plus naturel, entre guillemets. Mais par contre, il y a un espace finalement de normalisation dans laquelle la machine existe qui ne permet pas de saisir tout ce que vous, individuellement, vous saisissez du monde. Et ça, c'est un espace critique qu'il faut valoriser autant que les aspects patrimoniaux. C'est le fait qu'on a une spécificité en tant qu'humain, on vit dans un espace, la réalité, quoique je ne suis pas philosophe, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais enfin, dans un espace qui n'est pas celui de la machine, qui vit dans un espace clos et qui est prise dans une sorte de gang algorithmique. Elle n'est pas créatrice, tu disais, elle génère des stéréotypes. La machine interpole, c'est comme un filtre qui va remplir un espace entre des points connus sur lesquels elle s'est appuyée pour l'entraînement, des données que vous avez créées, mais elle ne va pas finalement faire des pas de côté qui sont ceux qui très souvent nous intéressent et qui sont les vrais générateurs de surprises. Pas l'extase molle dans laquelle on coexiste tous quand on est ébaubi par ces réalisations très similaires à ce qu'on pourrait penser produire, mais qui ne sont que finalement des imitations. Et forcément, alors la question du style se posera, on y reviendra. Je n'ai pas répondu, je pense. Oui, je voulais juste parler de la massification dont tu parlais, où est-ce qu'on en est par rapport à l'an dernier. Et tu l'as bien montré, il y a beaucoup d'images, mais pour vous donner une idée, l'an dernier, on pouvait dire encore, il y a telle et telle publicité, la publicité Martini a été générée par intelligence artificielle. Alors, ça avait du sens de dire il y a ça, il y a lui, il y a lui, il y a lui. Aujourd'hui, ça n'a plus de sens. La présence de l'intelligence artificielle dans les campagnes publicitaires est absolument massive, elle est partout. Dans les maisons d'édition, il y a une arrivée très importante de l'intelligence artificielle, en traduction notamment, en production d'images aussi. Alors, il y a des éditeurs qui résistent, mais pas tous. Et l'an dernier, on n'en avait pas vraiment. Il y en avait un exemple, deux exemples. Aujourd'hui, il commence à y en avoir également beaucoup. Dans l'industrie de l'audiovisuel, alors là, l'IA, c'est parti à fond les ballons. Il y a aujourd'hui des contenus entièrement générés par intelligence artificielle, animés, etc., à destination des enfants. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important. Pour vous donner une idée, Adobe Firefly, qui est une des IA, c'est pas la seule, a généré au mois d'octobre 1 milliard d'images. Donc je pense qu'on vit d'ores et déjà dans un monde dans lequel la plus grande partie des images créées depuis le début de l'histoire de l'humanité ont été créées par des machines. Parce que tout simplement, 1 milliard d'images à faire par des illustrateurs, on n'est quand même pas arrivé. Parce que les illustrateurs, ça glandouille. Et là, oh là là, est-ce que je mets du jaune, est-ce que je mets du bleu? Non. Donc là, c'est vraiment massif. Et ça ne s'arrête pas, ça ne fait qu'aller de l'avant. Même chose pour les textes. Alors, c'est peut-être pas encore aussi massif, mais on a déjà des médias purement générés par IA. Et on a déjà des sites d'infos en France entièrement générés par intelligence artificielle. Il n'y a plus de regard humain dessus, c'est-à-dire que l'IA va piocher les dépêches AFP qui la concernent, c'est en général pas du sujet d'actualité standard, mais va piocher les dépêches, génère un texte, poste en ligne et se gère tout seul, il n'y a plus besoin de personne. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Je ne suis pas sûr.
pour appuyer ton propos et pour donner un exemple, sur TikTok par exemple, contenu d'image exclusivement IA, c'est-à-dire que tu passes les photos, tu penses tomber sur une documentation des années, des buildings pendant les années 80 aux États-Unis, mais en fait toutes les photos sont absolument générées par IA, mais rien ne peut te le dire parce qu'elles sont tellement hyper réalistes, hyper bien rendues. Tu as les visages aussi des gens qui travaillent à l'époque. Regardez les gens comment ils travaillaient à l'époque, mais tu peux rien déceler. Tu le sais parce que au fur et à mesure, c'est les mêmes, tu vois. Et pareil, ce sont que des contenus pour être présent, pour créer du clic, pour créer du business, pour créer toujours du fric. Mais pourquoi faire, quoi, en fait? Merci. Oui, donc ça met vraiment en valeur l'importance de l'humain dans la chaîne de la créativité et vos réflexions justement contre cette massification, un peu cette fast fashion version art en fait finalement. Et oui, mass culture exactement. Et aussi ça peut aussi poser la question de l'IA en tant qu'outil et de la notion de contrôle dans ces outils génératifs. Est-ce que vous avez des réflexions peut-être sur ce sujet? Je sais que... En fait, une des qualités entre guillemets de l'intelligence artificielle, c'est qu'elle laisse croire à son utilisateur qu'il est en contrôle de quelque chose en fait. Et on a envie d'être celui qui contrôle la production de l'image. On a envie de dire mais c'est moi qui l'ai faite cette image. Et là, l'IA, elle est extrêmement forte pour vous faire croire ça. Il y a des tutoriels en ligne d'explications, mais si vous mettez ça et ça et vous faites un prompt qui fait 15 lignes pour donner des instructions à l'IA, vous avez vraiment l'impression d'avoir bossé, quoi, et d'avoir fait un truc et d'avoir guidé l'IA vers quelque chose. En fait, en réalité, rien du tout. En réalité, Midjourney utilisez 14 mots maximum de ce que vous avez mis dedans. Vous pouvez bien y taper 35 lignes de texte, en fait. Elle s'en fout. C'était pas la, mais vous avez l'impression de l'avoir fait. Et ça génère une espèce d'attachement personnel, en fait, à la production de la machine. Un truc important, c'est que dès que vous tapez un prompt, par exemple, je ne sais pas, un jeune homme sur la plage, voilà, vous tapez ça, vous demandez à Midjourney de vous rendre ça. Elle va vous renvoyer 4 images. Mais ces 4 images, elles sont aléatoires. Elles sont aléatoires dans quoi? Dans un espace généré par cette intelligence artificielle, un espace d'images possibles qui va représenter 1 milliard de milliards d'images que vous ne verrez jamais, mais qui existent, qui est absolument déterministe. Et finalement, elle en a choisi 4. Elle vous les a montrées, et vous allez dire « Ah, celle-là, je l'aime bien, c'est un peu moi qui l'ai faite. » Non, vous n'avez rien fait du tout, vous avez cliqué sur un truc, en fait. Et il y a des outils de contrôle plus fins qui existent. On peut faire du contrôle de pose, par exemple. On peut dire « Je veux que mon personnage il soit orienté comme ça. » On peut dire « J'aime bien la pose, mais j'aime pas le visage. » J'efface le visage, et on dit à l'IA « Vas-y, refais-moi un visage. » Donc on a ce sentiment d'avoir impacté en fait finalement, mais on n'a pas fait grand-chose. On a donné des vagues instructions techniques, mais on a une espèce d'engagement émotionnel qui nous fait croire que. Donc ça fait qu'il y a des gens qui sont persuadés de ça. Et puis il y a cet aspect technique aussi, et c'est un truc valorisant, de se dire oui, je suis en train de taper XX-AR. On se dit ouais, attends, j'ai bossé, je fais de la technique, j'ai regardé 3 vidéos YouTube, je commence à être au point, tac, 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 tac. Mais en fait c'est foutu, ça c'est déjà fini. On peut demander à ChatGPT de générer le prompt. On peut dire « Ah, j'aimerais bien, ChatGPT, que tu me génères... » Et donc, il le fait. Il génère très, très bien le prompt qui va vous faire votre IA. Donc, toutes ces personnes qui s'imaginaient pouvoir devenir prompt ingénieur, artiste, intelligence artificielle, machin, etc., c'est déjà fini. C'est foutu. Votre métier, vous avez payé une formation éventuellement, mais c'est déjà cramé. Ça n'existera plus. Donc, le contrôle, c'est surtout une illusion de contrôle, en fait, mais qui est très difficile à accepter quand on utilise ces outils-là, de se dire, en fait, je ne contrôle pas vraiment ce que je fais, en fait. Alors après, il y a toujours eu de l'aléa dans l'art. Quand tu fais un dessin, tu ne contrôles pas tout. Il y a des fois, il y a un trait qui n'était pas tout à fait celui prévu, mais qui en fait est intéressant et que tu vas exploiter après, voilà. Mais là, c'est complètement aléatoire. C'est dans un univers, et à tel point que de toute façon, vous contrôlez tellement peu ce que vous faites, que s'il y a une mise à jour de l'intelligence artificielle, vous lui remettez le même prompt que vous avez fait avant, et l'image qui sort n'a plus rien à voir. S'il y a une mise à jour de Photoshop, tu sais toujours dessiner sur Photoshop. Bon, ben voilà, ça c'est un outil, éventuellement. S'il y a une mise à jour chez Bic, eh ben, il y a un nouveau stylo, ben, je peux toujours écrire, je peux toujours dessiner. Là, tout d'un coup, et je peux ressortir les mêmes images que celles que j'ai faites avant. Là, non.
Là, il y a une mise à jour. Ah merde, c'est foutu. Donc c'est surtout cette espèce d'illusion qui, pour moi, est importante à comprendre. Non, moi, je me suis amusé à demander à ChatGPT ce qu'il pourrait dire à notre place. Et ils ont très bien répondu, hein, puisqu'ils nous disent qu'il faudrait se soucier du piratage, il faudrait se soucier. Donc, le remplacement, il est quand même extrêmement impressionnant. Hein. Je peux faire circuler le fichier si vous voulez. Mais on est effectivement devant un remplacement qui arrive, c'est sans doute ça l'évolution par rapport à l'année dernière, effectivement. C'est que c'est une forme d'autonomisation de la machine qui produit ses contenus sans qu'il y ait d'intervention nécessaire. Et ça pose, moi je suis un responsable de société d'auteurs et je travaille beaucoup en politique culturelle. En fait, ces deux piliers qui sont là pour aider les créateurs et les créatrices sont vraiment mis en cause par cette massification et cette banalisation de ce qui est décrit comme un acte de création mais qui ne l'est pas. Voilà. Jean-Marc, tu voulais rebondir ou... Non, c'est bon. Mais ça me fait une transition parfaite pour aborder un deuxième point peut-être un peu plus optimiste pour les auteurs et autrices qui sont là, les créateurs. Peut-être faire un point d'abord sur l'évolution des revendications depuis l'année dernière et qu'est-ce qui a été mis en place soit par les syndicats ou les sociétés de gestion collective ou fédérations pour porter ces revendications ou inquiétudes. Qui veut commencer ? Oui, je vois ça. Alors l'évolution des revendications, la revendication centrale, je crois, et c'est depuis le départ, c'est la notion d'abord de merci de ne pas vous entraîner sur notre travail, en fait. À minima, demandez-nous un consentement. La notion du consentement, c'est quelque chose qui est central depuis le départ sur les intelligences artificielles. Je peux comprendre qu'il y ait des artistes qui disent « Moi, je veux faire partie de cette aventure, je veux bien que mes images servent à entraîner Midjourney ». Je peux le comprendre, mais là, personne n'a posé la question à personne. C'est le Far West, il y a des mecs qui sont arrivés, ils ont braqué la banque, et après, ils sont partis, et on se retrouve un peu comme des cons sur le bord de la route. Donc, c'est consentement, ce qui veut dire demander une autorisation, un contrat. Il y a des tas de systèmes possibles qui peuvent exister. Donc ça, c'est très important. Et le problème, c'est que la notion de consentement ne peut aller qu'avec une notion de transparence très importante. Parce que aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. On connaît une des grandes bases de données d'intelligence artificielle, qui est Lion, qui a servi à entraîner Stable Diffusion, par exemple. On sait qu'il y a 5 milliards d'images, on peut aller regarder dedans, etc. C'est comme ça qu'on a pu voir qu'il y avait quelques milliers d'images pédopornographiques à l'intérieur. Donc, celle-là, on sait, mais ce que Meta a pour entraîner son IA, on ne sait pas. Donc, on ne peut imposer cette notion de consentement que s'il y a aussi une notion de transparence totale imposée aux acteurs. Je crois que cette notion de transparence, elle doit être sur la totalité de la chaîne, c'est-à-dire depuis la base de données jusqu'au produit qui va être donné, entre guillemets, ou vendu aux consommateurs. Aujourd'hui, on le voit bien, les gens ne savent pas, ne comprennent pas, et en plus de ça, ils réagissent très très mal quand on leur dit mais cette image que tu as likée, elle a été générée par une intelligence artificielle. Ils se défendent, ils disent ah mais non, pas du tout, etc. Enfin, c'est parce qu'il y a cette espèce de... Personne n'aime avoir tort, personne n'aime s'être trompé, donc les gens réagissent parfois violemment en fait là-dessus. Donc transparence sur toute la durée de la chaîne. Et c'est important pour nous artistes, mais c'est important pour tout le monde. J'ai des éditeurs qui sont venus me voir en me disant je suis un petit peu emmerdé parce que là je suis en train de recevoir des images faites par des artistes. Je ne suis pas sûr que ce n'ait pas été généré par intelligence artificielle. Et donc, ça gêne, ça peut gêner tout le monde. Aujourd'hui, il y a des éditeurs, notamment aux États-Unis, qui demandent des films des artistes en train de dessiner, ou qui demandent des vidéos des différentes étapes du processus, parce qu'ils veulent être couverts, entre guillemets, et être certains que le résultat sera une création originale qu'ils pourront donc exploiter, peut-être en cession de droit, faire des trucs comme ça, etc. Donc, c'est important pour tout le monde, ça. Encore une fois, ça fait peser un poids sur les auteurs, du coup, parce que, voilà. Donc, ça...
Vas-y. Bah, du coup, encore ajouter un poids. Déjà, on nous pique nos images et après, c'est à nous de prouver qu'on fait bien le boulot, quoi. Donc, ce qu'on veut, nous, c'est, voilà, ce que tu disais, l'autorisation ou pas. On donne ou pas notre autorisation que notre travail puisse être exploité. Mais dans ce cas-là, il y a une rétribution. Il y a quelque chose, il y a des droits on doit réfléchir, trouver quelque chose. Il y a des idées, hein, il y a plein d'idées, mais maintenant, il faut les appliquer. Il faut qu'il y ait une volonté de les appliquer et qu'il y ait des droits qui retournent aux auteurs, aux artistes-auteurs, pour une caisse commune, je ne sais pas, quelque chose. Il y a plein d'idées. Je vais peut-être essayer de répondre par rapport à la réalité des débats politiques actuels, hein, puisqu'il y a ces revendications qui ont été portées par de nombreuses associations, syndicats d'auteurs, d'autrices, mais d'artistes-interprètes aussi, dont les voix, les visages ont été volés de la même façon. Et puis, bien sûr, les fédérations de sociétés d'auteurs, hein, tant au niveau national qu'au niveau européen, où on a d'excellentes fédérations européennes qui bossent jour après jour sur ces questions, puisque la régulation, elle est largement liée à des instruments européens. Donc deux instruments européens à noter dans le débat, sans faire du juridisme. Hein. Il y a la directive droit d'auteur de 2019 qui comporte une disposition qui fait débat sur les questions qui viennent d'être évoquées aussi, puisque en fait il y a deux exceptions au droit d'auteur. Un pour le travail, je dirais, académique dans les universités, dans les centres de recherche, mais qui peuvent partager leurs recherches avec des opérateurs commerciaux, hein, puisqu'on parle alors là de partenariat public-privé. Hein, Google s'est énormément introduit dans cette notion de partenariat public-privé pour numériser tous les fonds des bibliothèques en France ou en Europe et dans le monde. Et puis il y a une deuxième exception qui a surgi de façon assez inattendue dans le processus législatif européen, qui est la même exception qui permet donc de faire ce qu'ils appellent de la recherche de texte et de data, hein, text and data mining, on dit en anglais, et d'utiliser le résultat de cette recherche. Donc c'est là, derrière ce paravent, qu'un certain nombre d'opérateurs industriels des services commerciaux d'IA se cachent, avec le soutien de la Commission européenne qui dit qu'effectivement, cette disposition a été introduite pour les aider à développer cette technologie qui va sauver le monde. Et en fait, ce n'est pas vrai. Quand on fait l'analyse juridique, je ne vais pas la faire ici, mais quand on fait l'analyse juridique en profondeur, cette disposition ne peut pas couvrir ni la phase de reproduction des œuvres pour l'entraînement, hein, pour le learning, ni la phase d'exploitation commerciale avec l'output et avec le résultat que les machines. Il y a une analyse formidable d'une juriste française, Madame Benamou, qui a analysé pourquoi l'output n'est pas acceptable, hein, et en termes d'exception au droit d'auteur. J'ai fait moi l'analyse plutôt de la reproduction et de voir pourquoi, comme nous l'avons fait contre Google dans les années 2010, et nous avons gagné en Belgique contre Google, on ne peut pas s'approprier les œuvres des artistes, des auteurs, des autrices, et construire des bases de données pour faire tourner des services commerciaux en ligne. Donc ça, la jurisprudence belge, elle est fondée, elle a servi d'ailleurs à faire modifier les comportements de Google partout dans le monde, et je crois qu'on est exactement devant ces mêmes questions aujourd'hui. Donc ça, c'est premier acte sur lequel il faudra en revenir peut-être tout à l'heure avec vos questions, la directive 2019-790. Et puis le deuxième sujet, c'est que là, il faut reconnaître que l'Union européenne est quand même, hein, on va vers les élections européennes, hein, pensez à ce que l'Union européenne doit faire dans les années à venir. Là, l'Union européenne, elle est quand même assez étonnante, puisque c'est le seul endroit dans le monde où une régulation complète des effets positifs ou négatifs de l'IA fait l'objet d'un premier corpus législatif gigantesque, hein, qui compte plusieurs centaines de pages. Et là-dedans, il y a notamment cette question de la transparence par rapport et le respect aussi, hein, qui a été réaffirmé du droit d'auteur et du droit voisin des artistes-interprètes. Donc l'enjeu, il est au plan politique pour nos organisations et pour vous-même, de faire advenir cet IA Act avec les meilleures dispositions de transparence et de respect de vos droits, alors que votre gouvernement et votre président n'en veut pas.
je suis désolé de le dire aux Français, mais c'est le moment de pousser sur vos responsables politiques parce qu'ils sont en train d'essayer de baisser le niveau de protection de vos œuvres, mais aussi de vos gagne-pains, hein, on va y revenir, avec un cynisme qui est quand même assez extraordinaire. Autre revendication qui est assez importante, c'est moi je demande à ce qu'il y ait une véritable réflexion au niveau des autorités politiques, du ministère de la Culture, des DRAC, etc., sur la notion de politique culturelle. Il y a tout un ensemble de dispositifs, ils sont variés, d'ordre fiscal, réglementaire, etc., social, qui existe en France et qui est là pour protéger la culture, les auteurs, etc. Voilà. On a un dispositif, on a un système social favorisé par rapport aux autres personnes, parce qu'on est beau déjà au départ, et puis parce qu'à un moment donné, le législateur a estimé nécessaire de dire ça c'est important, ils sont en train de tous crever, on va essayer de faire un petit effort là-dessus. Ce serait bien qu'ils aient une retraite, c'est ça qu'ils se sont dit par exemple à un moment. Bon, ces dispositifs-là, personne aujourd'hui au niveau politique n'a commencé à intégrer le fait qu'on avait des acteurs artificiels qui viennent se mettre dedans. Aujourd'hui, on a des livres écrits par intelligence artificielle qui sont TVA 5.5, loi Langue, prix unique du livre, machin, etc. Mais non, en fait, la loi telle qu'elle est écrite, il n'y a même pas besoin de la changer. Elle dit aujourd'hui un livre qui a une TVA à 5,5%, donc 15 points d'avantage fiscal qui est donné là-dessus, c'est le support d'une œuvre originale. Si c'est fait par une intelligence artificielle, ce n'est pas une œuvre originale, donc par nature, ça devrait être exclu. Et il y a, ça c'est un détail qui est facile à comprendre, mais des dispositifs spécifiques, des aides à la création, des choses comme ça, des soutiens à des entreprises, à des maisons d'édition. Voilà. Aujourd'hui, c'est complètement impensé par le ministère de la Culture à l'aune de l'arrivée des IA. Est-ce qu'aujourd'hui, une DRAC doit soutenir une maison d'édition marseillaise au hasard de philosophie qui fait traduire tous ses livres par l'intelligence artificielle? Peut-être pas, peut-être, mais la question mérite au moins d'être posée. Et donc, ça demande du travail au ministère de la Culture et au DRAC. Bon, et aujourd'hui, c'est visiblement, ils sont sous l'eau, ils n'ont pas le temps, ils ne réfléchissent pas. C'est un vrai sujet aussi. Moi, j'aimerais bien, déjà simplement comme revendication, qu'on ait un ministère de la Culture qui se saisisse des questions. Parce qu'aujourd'hui, toutes les questions IA, elles sont à Bercy, elles sont sur le ministère de la Transition numérique. Et le ministère de la Culture, on leur a quand même posé des questions il y a encore 15 jours. Rien que sur le taux de TVA à 5,5, la réponse était « Oh là là, oh mon Dieu, ça a l'air compliqué. Oh, mais c'est de la TVA, il faudrait demander à Bercy. » Non. Non, vous avez un truc à faire. Enfin, bougez-vous. Entre deux changements de ministre, à la limite, vous avez du temps libre. Faites un truc, quoi. Voilà. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses, quoi. Excuse-moi. La différence, c'est l'éthique de travail. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut façonner pour plus tard? Est-ce qu'on veut faire vivre la culture, faire vivre l'art? Est-ce qu'on veut faire vivre les artistes et donner quelque chose d'intéressant à donner en fait aux gens, à la lecture, à l'image, que ce soit dans les films et tout, pas seulement la BD. C'est une éthique. Quel chemin on veut prendre? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on choisit? Et là, pour l'instant, dans les ministères, moi, je pense plutôt qu'ils sont aussi... ils essayent de courir derrière parce qu'ils veulent absolument développer une IA à la française pour pas se faire ensevelir, quoi, pour pas se faire noyer. Donc, il faut absolument être présent, faut être là. Mais c'est ça qui va déterminer. C'est est-ce qu'on va être soutenu? C'est ça, c'est l'éthique de travail, les choix. Ouais, enfin, ce que Frédéric me disait, donc je vais faire le traducteur. Non, mais c'était une bonne idée. Enfin, c'est effectivement, si il y a un double discours. D'un côté, on veut la souveraineté numérique et du coup, il faut mettre le paquet, il faut financer ces grands modèles pour qu'on arrive au niveau des Chinois et des Américains, une compétition globale qu'on connaît tous. Et du coup, cet enjeu économique est évident parce qu'on a dans le visage les succès de ces OpenAI, de ces Midjourney, si vous voulez, n'importe qui d'autre. Et donc, on veut se mettre à niveau. Donc mais pour se mettre à niveau, c'est des grands modèles, c'est des grands réseaux de neurones, on dit, avec plein de paramètres qui, pour être définis, ces paramètres doivent être nourris par quoi? Par une quantité absolument incroyable d'objets
C'est pas forcément des œuvres, hein, d'ailleurs, hein, c'est pas forcément des objets propriétaires. C'est aussi des données, n'importe quoi, tout ce qui traîne. Et en fait, il y a un brassage total, il y a une collecte complètement aveugle de tout l'Internet. Et vous le voyez dans les grands acteurs dont on se targue, nous, parce qu'on est fiers de nos techniciens, de nos ingénieurs, de tout ça. Vous avez Mistral, par exemple, je ne tape pas sur Mistral, mais vous voyez dans la page Internet de Mistral, pour comprendre l'origine des sources, c'est une ligne. Nous avons pris toutes les données publiques d'Internet. Bon, je paraphrase, hein, je n'ai pas la phrase en tête exacte. Mais en fait, on a pris tout ce qu'on pouvait. Est-ce qu'on s'est posé des questions? J'en sais rien, peut-être que oui, mais je ne sais pas. Donc quelque part, cette face cachée de l'iceberg, on l'ignore parce qu'elle est complexe et qu'on n'ose pas trop, aussi parce qu'elle est taboue, parce qu'elle révèle aussi des failles dans ce système de conscience, des risques et des enjeux qui touchent des personnes naturelles et pas que des algorithmes à la fin. On n'ose pas aborder la question. Donc là, c'est vraiment un vrai problème. Et à la fin, qui paye? Alors, qui paye l'argent? Ça serait une bonne question qu'on abordera, je pense, tout à l'heure, parce qu'elle est vraiment elle est hyper importante, elle est hyper compliquée aussi. Qui va payer? Est-ce que c'est les usagers? Est-ce que c'est l'État? Est-ce que, enfin, finalement, c'est nous, quoi. Et ou les plateformes. Et après, l'inversion, ce que tu disais, tous les deux, vous disiez ça, tu disais ça avec les gens qui déjà, les éditeurs demandent des preuves. L'inversion de la charge de la preuve. On a une présomption d'auteur. Là maintenant il va falloir prouver. Et comment tu prouves? Comment on prouve en fait qu'on a fait quelque chose ou qu'on n'a pas fait quelque chose? C'est encore plus philosophiquement incroyable, c'est insondable. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va falloir faire des blockchains de vos planches toutes les 30 secondes, toutes les 10 secondes, toutes l'étape de la généalogie de votre création. Est-ce que ça sera peut-être que ça sera ça votre œuvre finalement? La généalogie plus que l'objet final, voyez. Et là, vous avez, je ne sais pas si vous avez vu sur un subreddit il y a un an, alors juste après Midjourney. Enfin, on en avait parlé. Il y a un forum comme ça, un Reddit sur les graphistes, et qui dit tout de suite nos robots, ici on veut pas d'IA, on veut que des vrais humains et tout ça. Puis quelqu'un poste une image, et le responsable du forum dit attends mon gars, t'as pas vu mon message, j'ai dit pas de Midjourney ici. Et le gars se défend, et du coup il est banni, enfin il est éjecté. Et le gars se défend, il dit enfin, c'est moi, j'ai passé 3 semaines à le faire avec mes petits doigts, quoi. Et s'engage un débat de la preuve. La preuve au sens presque, c'est pas juridique, il n'y a pas de litige. Mais comment est-ce qu'on prouve? Et en fait, finalement, ce gars-là, c'est lui qui avait fait l'image. Et nous, on part d'une sorte d'inversion, enfin par prudence sans doute, mais aussi de doute permanent sur tout ce que vous faites. On va se poser la question, en fait, ce que tu disais exactement, est-ce qu'il ne l'a pas fait par l'intermédiaire d'une machine? Ça crée une paranoïa collective qui n'est pas du tout incitative à la création, à mon avis. Ça crée de la peur, quoi. Comment est-ce qu'on va négocier ça? Pas simplement avec des outils juridiques, pas simplement avec des outils éthiques. Ça peut être aussi des outils techniques. Est-ce qu'il va falloir imposer des labels, je dirais, dans le code? Dès qu'une image est produite par de l'IA, ça y aura un filigrane, difficile à enlever. Ou est-ce qu'il va falloir choisir l'axe réglementaire, donc cette notion de transparence? Attention, transparence, c'est un mot très galvaudé, multifacette, c'est pas monolithique, et c'est très facile de la contourner. Le RGPD, enfin, par exemple, il y a des modalités qui vous permettent d'avoir accès à la logique à partir de laquelle vos données ont été traitées, si tant est que il n'y a pas eu d'humain dans la chaîne. Donc si on met un humain fictif, une sorte d'homme ou de femme de paille dans la boucle, qui va juste cliquer à un moment donné, quoi, alors c'est plus automatiquement généré par la machine, et on pourrait contourner peut-être l'obligation de transparence de dire généré par l'IA. Donc ces concepts-là, il va falloir être très prudent aussi comment on les négocie au sens réglementaire, pour pas que finalement ça soit un filet avec des mailles de la taille de la France, de l'Europe, de tout ce que vous voulez, et tout le monde s'insère dedans parce que c'est facile. Bon, c'est un vrai débat. Je pense que ce que tu disais est tout à fait important et interpelle, parce que cette question éthique ou politique, hein, enfin éthico-politique, en fait, elle traverse chacun d'entre nous, ici autour dans cette salle, et puis tout le monde de la création, et puis collectivement, elle impacte le monde professionnel, le monde politique, les autorités, hein, les députés qu'on va élire, etc. Parce que en fait, chacune va être confrontée à cette question éthique de dire j'utilise pas, et pas seulement, je dirais, dans des termes moraux, mais moi, ce qui m'interpelle beaucoup pour les auteurs et les autrices, c'est que les acteurs de la production, de l'édition, qui sont sur un marché, qui visent quand même à rentabiliser, à dégager du profit, hein, pour la plupart,
vont simplement dire j'ai un budget de temps pour faire tel projet, hein, tel projet de livre, et ce sera le quart ou le tiers ou le cinquième du budget actuel. Et la question, elle sera de prendre ce quart ou ce cinquième de budget pour faire quelque chose ou pas. Et donc la question éthique, elle va être une question économico-socialo-éthique. Voilà, donc ça c'est vraiment pour une société d'auteurs. Moi j'adore le projet, c'est ma ville. C'est qu'on voulait absolument donner la liberté de création aux auteurs à travers une autonomie économique. C'est ça le fondement d'une société d'auteurs. C'est par de pouvoir donner des revenus directement aux créateurs, aux créatrices, pour qu'ils soient libres de créer. Mais ici, si toutes les ressources s'effondrent, cette liberté de création, elle va vraiment être, voilà, mise en jeu, non seulement quand il s'agit d'avoir ces masses de produits synthétiques qui viennent remplacer les autres, mais aussi par rapport, je pense, simplement aux budgets qui seront alloués à chaque projet, parce que on dira, pour faire ça maintenant aujourd'hui, ça coûte autant et ça coûte plus ce qui était le cas précédemment. Pour compléter, je trouve que, en fait, ce que je disais tout à l'heure, que la France, elle veut exister avec son intelligence artificielle, et elle a raison, hein, ça c'est sûr, elle a raison, il faut qu'elle le fasse de toute façon. Mais justement, là, elle a une place à prendre, dans le sens où elle pourrait être leader sur les bonnes décisions, les bons choix. Si tout le monde prenait vraiment ce sujet à fond pour établir des règles éthiques, éthiques, économico-éthiques, tout ça, ce que tu dis. Parce qu'au contraire, justement, on pourrait être leader dans le domaine, s'imposer, montrer le bon exemple, et on sortirait vraiment, il y aurait quelque chose à faire. En tout cas, vous avez les groupes de médias qui ont le pouvoir de mener ce type de politique. Vous avez quelques grands groupes qui sont des majors mondiales, et qui peuvent prendre des positions extrêmement structurantes avec les pouvoirs publics et bien sûr les associations, les sociétés d'auteurs, etc. Mais s'il n'y a pas un pacte à ce niveau-là, je pense qu'effectivement on va dans une déréglementation, un néolibéralisme absolument faramineux. Petit truc, parce qu'il y a un clivage en ce moment avec les artistes, entre les artistes, parce qu'il y en a qui sont quand même pro-IA, et il y en a d'autres qui la rejettent complètement. Et en fait, ça serait un moyen aussi d'harmoniser ça, encadrer son utilisation. Encadrer, j'aime pas trop le mot, mais voilà, réguler. Mais c'est ce truc de la transparence qui n'est pas le bon mot, c'est exact, hein, c'est vrai. Mais la traçabilité, c'est-à-dire ce truc-là, il faut que ce soit indiqué que ça a été fait en partie ou complètement par une IA, qu'on soit en connaissance de cause. Et que ce truc-là, après, on sait, soit il y a un truc qui est redistribué partiellement, complètement. C'est comme il y a une autrice japonaise, on en parlait avec les collègues, elle a reçu un prix pour son roman, elle a admis qu'elle l'avait écrit en partie avec Midjourney, avec ChatGPT, à 5%, elle estime. Mais bon, voilà. Vous voyez ? Non, c'est long. Je pense qu'il faut aussi être conscient que les artistes sont les pires ennemis des artistes sur cette question-là. C'est triste à dire, mais il n'y a aucune solidarité interprofessionnelle entre nous sur ce sujet-là. Par exemple, il y a des forums ou des groupes Facebook d'artistes, d'écrivains qui disent non, mais ChatGPT c'est pas bien, machin, tout ça, il faut qu'on puisse travailler, l'écriture c'est important, et ils utilisent des images faites par Midjourney. Il y a les musiciens qui ne sont pas d'accord pour qu'on fasse de la musique voilà, et ils utilisent des images faites par Midjourney. Inversement, on a des gens qui produisent des images et qui vont produire du texte par ChatGPT parce que c'est pas leur taf au départ. Donc ça, il y a quelque chose et les accords américains, par exemple, il y a un accord, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a un accord, on va dire, pour les acteurs, mais qui a complètement foutu de côté tous les techniciens 3D et les auteurs 3D, les auteurs effets spéciaux, etc.
tout le monde se concentre sur son petit problème en se disant ah oui mais après je peux faire une image par Midjourney, c'est pas bien grave. Bah si, en fait non, il faut pas le faire. Et ce qui m'inquiète aujourd'hui on a quand même un secteur de l'édition qui résiste en partie, mais on a quand même un problème de taille qui est que aujourd'hui une bande dessinée dans une grosse maison d'édition qui paye correctement ses auteurs, ça représente 30 000 balles, on va dire. Je prends des chiffres, ça peut être plus, ça peut être moins, mais 30 000 euros d'investissement, entre guillemets, création auteur. S'il y a les concurrents sur le même marché qui disent « ouais, mais moi, ça me coûte que 5 000 », il y a une distorsion de concurrence qui arrive, et au bout d'un moment, la vertu, elle s'arrête quand la santé de l'entreprise commence à en pâtir. Là où c'est encore plus marquant, c'est en audiovisuel. Quand j'ai travaillé sur de l'animation, le budget création auteur était de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Si c'est pour sortir à la fin un produit qui va pouvoir être copié instantanément en faisant des simples captures d'écran parce que le style graphique a plu, on fait des captures d'écran de la vidéo et on peut ressortir le même type de dessin animé, dans ce cas-là, plus personne ne va aller investir ces dizaines de milliers d'euros. Donc, il y a cette question de la distorsion de concurrence, elle est centrale. Il y a déjà, de mon point de vue, suffisamment d'avantages, entre guillemets, à l'intelligence artificielle. Ça va plus vite, il n'y a pas à se faire chier à appeler un dessinateur qui est de mauvaise humeur le matin. Tout ça, il y a déjà pas mal d'avantages, l'impression d'être en contrôle du produit final, etc. Si en plus de ça, on rajoute une distorsion économique énorme, écoutez, si vous êtes jeune et que vous avez fait des études de dessin, il va falloir penser à une reconversion tout de suite. C'est un vrai souci. Si vous êtes jeune et que vous avez fait des études de traduction, mais mettez-vous à la poterie, je ne sais pas. Parce que économiquement, le système tel qu'il est aujourd'hui va vous flinguer en fait. Voilà. C'est ce qui explique aussi des réactions violentes des artistes. Parfois, c'est de dire, mais en fait là, on est en train de nous flinguer. Il se trouve qu'on a potentiellement des familles, des enfants à nourrir, des trucs, et donc parfois il peut nous arriver de manquer de patience. Il y avait, pardon, Elodie. Non, vas-y. Non, parce qu'en fait, c'est aussi, il faut revenir regarder l'histoire, hein, c'est pas nouveau, la technologie l'a toujours perturbé, bon, l'artiste évidemment, la photo, la litho, tout ça, l'industrialisation des pigments par exemple, enfin de la peinture, tout ça existe depuis belle lurette, et quand on en parle d'un point de vue économique, on nous dit c'est pas grave en fait, parce que si vous regardez globalement, tous les métiers, ça s'équilibre. Finalement, il y a autant de chômage il y a un siècle que maintenant. Ça dépend des secteurs. Mais évidemment, il y a une redistribution. Il y a un siècle et demi, 80% de la population active était agricultrice, agriculteur. Aujourd'hui, c'est quelques pourcents, on va dire. Mais alors, ça, c'est des chiffres de statisticiens. C'est des statistiques, ça ne veut rien dire. Et à la fin, il y a des gens qui en pâtissent. Comment est-ce qu'on lutte à un moment donné pour préserver cette sorte de nombre de statistiques qui décroît et qui s'amenuise pour tomber vers zéro? Effectivement, il faut faire valoir l'importance et la valeur aussi pour la société de cette chose que vous êtes à l'origine de cette premier acte créatif, et comprendre aussi, et c'est là où ça devient hyper compliqué aussi, toute la chaîne de valeur, de zéro, enfin de la création, du moment où vous produisez, jusqu'à l'utilisateur qui va contribuer peut-être à faire ce que tu disais tout à l'heure, normaliser, banaliser cette forme de création. Et tous ces intermédiaires ont leur rôle, leur responsabilité, avec des niveaux de transparence variables. C'est pas exactement la même chose quand on est utilisateur que quand on est Midjourney, ou quand on est, je sais pas, un producteur qui va s'inspirer d'eux et en même temps baisser les prix, enfin tout ça. Mais chacun a un rôle. Et là, c'est vraiment un dialogue global à avoir, parce que là, on est avec plutôt le côté des créateurs ou des éditeurs, mais il y a aussi tout l'univers jusqu'à l'utilisateur qui doit prendre conscience en fait de ce qui se passe. Et aujourd'hui, les gens l'ont dit, je crois, je ne sais plus qui, on ne s'en rend pas compte. On est tous dans une sorte de fascination hallucinée. Et moi, hallucination revient souvent avec l'IA. Aujourd'hui, on est comme un lapin avec les phares de la voiture qui arrivent, on ne bouge plus. On est comme ça. Et on regarde la machine qui arrive, et la machine va vite, parce que ces systèmes, on l'a vu, en l'espace de 1 an, c'est la nature technologique
du système change énormément. On n'aurait peut-être pas eu le même débat, on n'aurait pas eu le même débat il y a 3 ans, c'est clairement, parce que ça n'aurait pas le même enjeu de massification des productions n'aurait pas été là, et la perte de patrimoine pour les auteurs, les autrices n'aurait pas été la même. Elle n'était pas la même. Je sais pas, j'ai pas les chiffres, mais c'est certain. Bref, donc ça va très très vite, et l'évolution technologique, comme tu le dis, aujourd'hui, tu as 6 doigts, on rigole un peu, puis enfin, on va plus rigoler du tout, parce que tout le monde aura 5 doigts. Ou pas, enfin, bon, ouais. Mais donc voilà, cet enjeu-là, il faut aussi le suivre, il faut éduquer les politiques qui ne sont pas du tout éduqués. Alors, tu l'as dit, Frédéric, d'un point de vue presque juridique ou fiscal, des fois, mais alors technologique, c'est clair. Enfin, j'espère qu'ils nous regardent un peu, là, peut-être, et qu'ils comprennent en fait la difficulté et l'enjeu de nous mettre autour de la table, tout le monde, les techies, enfin les geeks, les créateurs, les juristes s'il y en a, les sociologues, enfin tout le monde, quoi. Parce que c'est un enjeu qui va nous toucher tous, là, bon, tous les arts et tout le monde, et les avocats et les juristes. Parce que là aussi, faire un contrat, on peut l'automatiser peut-être plus facilement que faire une BD. Moi, je me dis, c'est sûr, ça je vous le dis. Donc là, tout le monde en prend plein pour son grade, hein, c'est clair. Et ça, c'est un débat, il faut vraiment se poser la question, qu'est-ce qu'on veut de nos sociétés pour continuer à faire des choses intéressantes, préserver la diversité culturelle, le pluralisme, et finalement cette forme de création qu'on a valorisée, nous, en Europe, très très fort à une époque. Et là, on se laisse complètement, je dirais pas un petit peu, j'ai failli dire un petit peu, déborder. Donc là, voilà. Vous voulez rebondir, Frédéric? Non? Allez-y. Oui, c'est l'histoire de la valeur sûre, c'est le fait main, la valeur sûre. Parce que j'avais un de mes slides, c'était ça aussi. Le fait main, la valeur sûre, mais en fait, c'est pour ça qu'il faut que ce soit clair sur l'objet en lui-même qui est réalisé, qu'on informe les gens puisqu'on s'y perd. Mais j'ai perdu le fil de ma pensée aussi. Mais là où il y a un enjeu, c'est surtout sur ceux qui travaillent en numérique. Parce que eux, c'est facilement aspiré, en fait, pris. Puisque le visuel en numérique, il est parfaitement mis sur les écrans et tout ça. Il y a toujours ce truc du fait main. Ça sera plus forcément une valeur sûre, hein. Mais le fait main, le traditionnel, les gens sont à fond là-dessus ces dernières années. Les gens veulent du vrai. Ils veulent connaître la personne, ils veulent voir le papier, ils veulent voir l'encre dessus, ils veulent connaître l'histoire de la personne qui a écrit le truc. C'est ça qui peut faire la différence. Après aussi, je dirais, pour pas que nos visuels soient pris par tout ce qui est comme ça, qui prend notre énergie vitale en fait, hein, parce que nos dessins c'est notre énergie en fait, c'est notre vie. On peut essayer de biaiser le truc parce qu'on a besoin des réseaux sociaux et des images sur le net pour exister. C'est nos vitrines aussi à l'heure actuelle. Même les éditeurs, des fois, ils comptent sur nous pour qu'on fasse la com d'un truc. Donc on est obligé de mettre nos visuels. Mais si on peut déjà biaiser un peu le truc en mettant notre dessin en cours de travail, mais une photo plan large, on monte la palette à côté. Bon, déjà ça sera pas exploitable par la machine parce qu'elle va aller au truc le plus simple. Elle va pas perdre son temps à analyser. Mais bon, peut-être que plus tard, elle le fera. Mais voilà, ça peut être un biais aussi. Dans ce truc-là. Je pense que pour aller un petit peu plus loin, c'est qu'il y a effectivement un certain nombre d'outils qui permettent en tout cas de réguler, de cadrer et d'avoir des accords économico-socio-éthiques. Les scénaristes américains, tu évoquais, alors c'est vrai qu'ils l'ont fait par corporation, mais ils ont quand même fait une grève de plusieurs mois dont un des sujets majeurs était la façon dont les producteurs américains allaient intégrer ou pas l'IA dans les procédures de travail. Le texte est un tout petit peu ambigu sur certaines choses, parce que c'est un compromis, évidemment, qui exprime aussi d'ailleurs un peu sans doute des différences de vue à l'intérieur même des scénaristes américains, hein, qui ne voulaient pas non plus peut-être être complètement privés de l'utilisation de l'outil pour faire un certain nombre de choses. Ici, la loi française et la directive européenne, toujours je reviens à cette directive 2019, permet de faire des accords collectifs étendus. C'est quoi un accord collectif étendu? C'est des organisations représentatives se mettent d'accord sur un cadre,
sur un cadre qui peut être de type normes professionnelles, qui peut être, et il en existe d'ailleurs en droit français déjà dans le cinéma notamment, il y a des accords collectifs de ce type-là, sur la rémunération, sur toute une série de sujets, et le gouvernement, la ministre de la Culture, a la faculté d'étendre l'effet de cet accord à l'ensemble des acteurs du secteur. Donc ça, c'est un outil important qui a l'avantage de pouvoir aller relativement vite pour un premier nombre de jalons qui permettent aussi d'observer et de gagner du temps en se disant, bon, parce que peut-être que sur certaines choses, on est effrayé et que c'est pas le bon endroit ou le vrai problème qui va surgir, et il surgira peut-être ailleurs. Et donc, ça permet de construire les choses et d'avoir un temps d'expérimentation avant de légiférer aussi, qui peut rassurer les pouvoirs publics, les législateurs, qui ont parfois peur de prendre des décisions face à des sujets qui sont effectivement complexes et qui vont à une vitesse qui va beaucoup plus vite que le temps législatif. Hein, faut bien. C'est pour ça que, honnêtement, je reviens encore à cet IA Act. C'est assez exceptionnel de voir que aussi vite, il y ait une réaction quand même. Ça montre bien quand même que quand on dit les politiques se soucient pas trop, s'ils s'en soucient, mais c'est tellement vaste aussi que, bon, pour pondre un document de plusieurs centaines de pages de régulation, c'est quand même très, très, très complexe. Et donc, voilà, là, vous avez la possibilité de revendiquer des accords collectifs étendus à passer avec les industriels des médias, donc, dont les éditeurs, bien sûr, ici, et distributeurs, hein, les grands groupes, pour pouvoir baliser un certain nombre de choses. Ils sont eux-mêmes détenteurs d'un patrimoine de droits intellectuels qui font de leur valeur boursière, hein, on va dire les choses simplement. Ils seront sans doute attentifs à ne pas se faire piquer toute cette valeur par les opérateurs d'IA. Vous voyez le procès que mène le New York Times à IA, à OpenIA notamment. Très intéressant. La citation du New York Times est en ligne, vous pouvez la lire, elle est quand même très, très, très intéressante sur les valeurs dont on vient de parler, l'éthique journalistique, etc. Donc là, ça peut être fait, ça peut être mis. Si le ministère de la Culture veut organiser une table ronde demain sur ce sujet-là et encourager un accord collectif étendu, ce n'est pas compliqué à faire. Je vous rassure tout de suite, en Belgique, la ministre n'est pas du tout prête à ne le faire. Donc je suis... voilà, je ne sais pas encore quel pays a mis vraiment autour de la table ces acteurs culturels pour faire ce type de travail dont on a parlé. Deuxième chose, il y a aussi la possibilité d'utiliser des outils juridiques qui ne sont pas le droit d'auteur, mais qui sont par exemple le droit de la concurrence. Moi, j'ai le sentiment qu'on est ici devant des opérateurs qui sont des parasites économiques, en fait, hein, pour employer un terme technique du droit de l'économie et du droit de la concurrence. C'est le remake de ce que Google avait fait dans les années 2000, profitant là d'une exception au droit d'auteur qui avait été très très mal rédigée parce qu'on n'avait pas vu venir. Si, c'est la répétition. On n'avait pas vu venir le problème et Google et les réseaux sociaux se sont vraiment sont entrés par là et ont capté la valeur de l'ensemble des industries culturelles pour générer une puissance économique gigantesque. Et donc, on a ce droit de la concurrence, cette notion de parasitisme économique qui est détaillée par les économistes. Comme on a eu ça déjà dans les années 2000, on a toute la méthodologie, je dirais, pour aborder ce problème. Ça c'est la vente à perte. Vous vous souvenez peut-être du dossier d'Amazon qui mettait sur le marché et qui faisait circuler des ventes de livres avec des frais de port à zéro, alors qu'évidemment le port ne coûte pas zéro. Et là, il y a eu des régulations qui sont apparues progressivement, pas si facilement que ça, curieusement, mais quand même, pour essayer de rééquilibrer et sauver la librairie, en fait. Voilà. Donc on a quand même, je pense, dans le bagage commun des auteurs, des autrices, des éditeurs, des éditrices, on a ces bagarres menées en commun contre des géants du numérique. Et est-ce qu'on peut recréer des consensus? Alors,
termine en disant, par exemple, vous avez peut-être vu que Springer, qui est le plus grand éditeur allemand, a passé un accord avec OpenIA, pour différentes raisons. Ils sont très proches, par ailleurs. Ils ont des liens capitalistiques, etc. Mais bon, voilà. Mais moi, ma question a été tout de suite, est-ce qu'ils avaient les droits pour le faire ? Est-ce que les journalistes, les auteurs de Springer avaient cédé leurs droits à Springer pour passer ce type d'accord ? Je ne le sais pas, honnêtement. Voilà, j'ai demandé à mes collègues allemands de m'informer là-dessus. Et puis, deuxième chose, est-ce qu'une part de la rémunération, parce qu'on parle quand même de dizaines de millions d'euros au minimum, va être partagée avec les auteurs et les autrices ? Eh ben, l'accord, c'est que les contenus, les œuvres du patrimoine du groupe Springer peuvent servir à l'usage de OpenIA, avec sans doute des exclusivités. Et ça permet aussi à cet industriel de placer la barre du coût du lancement d'un moteur d'IA, d'un service commercial d'IA, assez haut, puisque les concurrents, je veux dire comme Mistral, vont quelque part devoir s'aligner sur le prix que OpenIA a payé à Springer. Donc moi je pense qu'on est devant des stratégies de marché extrêmement redoutables, qu'on peut interroger aussi. Et donc voilà des outils concrets, parce que évidemment on peut se lamenter de la situation, mais ça c'est pas trop, je pense ce qu'il faut faire. Il faut passer des accords avec les grands acteurs et établir des règles qui permettent le partage, en tout cas des revenus, le partage de la valeur, qui était le grand slogan qui a servi à la construction de la directive 2019, de le faire aussi par rapport à ces nouvelles formes d'exploitation. Juste, peut-être sur le droit de la ouais, concurrence. parce qu'effectivement, ce droit à la concurrence ouais. et le parasitisme artistique, c'est un concept qui existe depuis longtemps aussi. Et c'est ce qui se passe finalement quand on reproduit. On parlait du style, de la non-protection du style. Ok, le droit d'auteur, il n'est pas du tout pensé pour ça. Par contre, ce droit à la concurrence et le parasitisme artistique va vous défendre. Donc si d'une certaine manière on vient pomper votre style, au point de vous empêcher, que ça grève votre capacité à faire des sous, eh ben c'est le bon terrain peut-être d'action, plutôt que d'engager des choses qui sont théoriquement très compliquées, qui vont parler de concepts un peu philosophiques, et qui ne vont pas forcément aboutir dans le sens que vous souhaitez. Alors que là, il y a des mécanismes d'action qui existent déjà. Donc il faut se servir de tous les outils et pas que du droit d'auteur. Même si on aimerait bien que ça soit aussi simple que ça, qu'on ait un droit exclusif, qu'on permette de protéger pour des raisons techniques, il y a plein de trous dans la passoire, et puis il y a d'autres outils aussi à disposition, c'est vraiment important. Et puis il y a l'autre truc, c'est que l'union fait la force, parce qu'individuellement, à part quand vous êtes un très très grand nom de l'art, peut-être que vous allez pouvoir agir. Mais sinon, il faut avoir se fédérer. Un statut européen est en train peut-être d'émerger de l'auteur. Il y a une discussion, je crois, cet après-midi, donc qui est très intéressante et peut-être qui peut être un catalyseur aussi d'une action collective, un intermédiaire important dans ce débat. Ça ne traite pas que d'IA, bien sûr, mais là vraiment l'alliance va permettre d'engager justement une discussion autour d'accords collectifs étendus ou autres. Merci Jean-Marc. Non, mais c'est juste aussi pour dire que tout le monde a aussi les yeux rivés sur ce qui se passe aux États-Unis. Il y a une centaine de projets. Celui du New York Times est très très bien foutu. C'est pas le cas de tous. Donc il y en a qui vont être gagnés, perdus, rejetés, etc. Mais on a également aussi une prise de conscience des autorités de régulation américaines. Donc le Copyright Office a une position très sévère sur l'intelligence artificielle, à savoir non, c'est pas protégé, point. Voilà. Ah oui, mais quand même, j'ai écrit ça sur un prompt. Et ouais, mais ton prompt, tu te le gardes déjà si tu veux, mais le résultat n'est pas protégé de toute façon. Donc ça, c'est une marque forte qu'ils ont posée. Et leur autorité de régulation de la concurrence, la FTC, qui a pris des positions relativement rares, assez fortes, en disant, là, on est quand même sur quelque chose de la distorsion de marché, distorsion de concurrence, parasitisme, etc. Et grosso modo, ils ont dit, on ne laissera pas faire. Voilà, c'est pas parce que vous êtes gros que vous n'êtes pas soumis aux lois comme les autres. Et enfin, au niveau politique aussi, ce qui est vraiment très regrettable en France, c'est que c'est pas le cas, mais au niveau politique, on a quand même eu des auditions au Sénat américain avec des sénateurs de tous bords, y compris républicains, démocrates, etc., qui ont quand même compris des enjeux forts au niveau culturel et qui se saisissent de ces questions-là. Et pareil au Congrès américain. Alors par contre, en France, non.
Là, c'est là pour aller nous dire qu'il faut, il faut mettre il y a la loi immigration, c'est très important, sans doute. Il faut mettre des uniformes aux enfants, sans doute. Mais par contre, ces véritables questions-là, qui sont des questions de fond culturelles, structurantes pour la société, il y a circulé, il n'y a rien à voir, personne n'y pense, quoi. Voilà. Mais Merci. voilà, et quand même la directive, pourquoi est-ce qu'on nous pose souvent la question, pourquoi il n'y a pas trop il n'y a pas vraiment de gros procès en cours sur ces questions-là encore chez nous, c'est parce qu'en fait on se fait quand même casser les pattes par la directive 2019 qui nous pose un réel problème. C'est compliqué d'attaquer, il ne faut pas attaquer n'importe comment, il y a des acteurs qui ont envie de le faire, même de se fédérer, hein, mais c'est difficile. Parfait, parce que je voulais vraiment aborder la question de la valorisation du travail. Donc là, vous avez vraiment couvert le thème, donc accord collectif, l'union fait la force. Pas que le droit d'auteur. Que le droit d'auteur n'est peut-être pas le seul levier aussi juridique, droit de la concurrence à considérer. Et peut-être, avant de prendre les questions, une dernière question peut-être plus pratique. Est-ce que vous avez des recommandations pour que les auteurs essayent de se protéger ou du moins luttent tant bien que mal contre ces outils pour protéger leur création? Alors oui, ça dépend du domaine artistique, ceci dit. La première chose, c'est que la directive 2019 dit que les auteurs peuvent opt-out leurs œuvres. Ça ne marche pas. Opt-out, ça veut simplement dire je refuse que mon travail soit utilisé par les moteurs, enfin par les intelligences artificielles. Dans le cadre de cette directive 2019, etc. Par exemple, dans vos... Ça n'a aucune efficacité aujourd'hui, il faut le faire quand même. Tout simplement parce que c'est déjà une manière de dire non et de s'affirmer d'un point de vue politique et de dire non, nous ne sommes pas d'accord. On a la SACEM qui a opt-out, l'efficacité juridique, la SCAM a opt-out. L'efficacité juridique peut être sujette à caution, mais politiquement, c'est des gestes très très forts qui sont importants et donc à titre individuel, il faut le faire. Deuxièmement, nous pouvons protéger, alors pas pour les textes. Pour les musiques, je crois que ça existe, mais je ne connais pas bien le domaine. Mais en tout cas, pour les visuels, il existe des logiciels qui permettent d'essayer de protéger son style ou alors d'essayer d'empoisonner les IA qui viennent récupérer vos images. Voilà. Donc il y en a deux principaux, un qui s'appelle Glaze et un qui s'appelle Nightshade. J'ai réalisé des tutoriels qui seront en ligne la semaine prochaine en partenariat avec la DAGP de ces logiciels-là. Faites-le. Après, vous choisissez, est-ce que je veux protéger mon style, est-ce que je veux plutôt empoisonner les IA? Bon, moi, je suis un mec un peu énervé, donc je suis plutôt dans l'empoisonnement. Voilà. Mais chacun fait son choix. Il y a, suivant votre travail, etc., c'est pertinent, c'est pas pertinent. Moi, j'essaie d'expliquer les choses dans la vidéo, mais en tout cas, c'est des outils utiles. Il y a un autre outil qui s'appelle Myst, alors qui est par contre uniquement si vous êtes un gros geekos, qui est intéressant parce qu'il protège contre certains types d'intelligence artificielle, mais là, par contre je ne sais même pas si je vais faire un tutoriel là-dessus parce qu'à installer c'est l'enfer. Et enfin, si vous avez un site internet, il y a des mesures qu'on peut prendre qui ne sont pas forcément très efficaces, mais là aussi c'est une manière d'affirmer un refus, d'utiliser des no AI par exemple, enfin des dispositifs techniques qu'on va utiliser sur son site internet ou des plugins qui essaient de repousser les moteurs d'intelligence artificielle. Donc toutes ces choses-là, là encore, c'est une charge supplémentaire pour nous. Mais en fait, en même temps, à quel moment dans les 20 dernières années, on n'a pas eu des charges supplémentaires? Je ne sais pas. Mais il y a quand même des choses qu'on peut aussi, je vais dire, streamliner quoi, dans son process de travail. Simplement, j'ai un nouveau livre qui va sortir, je vais mettre en ligne des images. Eh ben, j'ai mon dossier de mes images que je vais mettre en ligne, elles sont au format Insta, machin. Je balance tout dans Nightshade et après je mets en ligne. Cependant, ce serait bien de convaincre vos éditeurs de faire la même chose. Là encore, c'est du travail de pédagogie et moi, les éditeurs auxquels j'en ai parlé ne sont pas forcément hostiles parce que comme ils peuvent streamliner le truc, voilà, c'est des méthodes qui sont ce qu'elles sont, qui ont une durée de vie limitée parce que les IA vont aussi s'adapter à certains trucs. Hein, il n'y a pas de panacée là-dedans. Mais enfin, à minima, c'est aussi... il y a une question de révolte de corps social, quoi. Je veux dire, c'est une manière aussi de dire, on n'est pas complètement des moutons et râler sur des sites Facebook, c'est une chose. Mais là, je fais un autre truc que ça, qui peut être utile. Et sur l'opt-out, juste si par exemple vous avez un site personnel, vous pouvez le rajouter dans les conditions générales d'utilisation en disant, dans le cadre de la directive, je m'oppose. Oui, là, je pense que les organisations professionnelles, le SNAC, la Ligue, c'est formidable que vous puissiez développer des propositions vraiment très concrètes
l'ASCD, la SCAM développe des clauses à mettre dans les contrats avec les éditeurs ou les producteurs. On va développer des clauses pour les relations avec les radiodiffuseurs ou les câblodistributeurs aussi pour de nouveau réguler, freiner, etc. Donc il y a effectivement un travail sur un certain nombre de terrains très concrets qui sont en cours. Vous pouvez contacter vos organisations, et si vous n'êtes pas dans des organisations, je pense que le moment est venu de vous y mettre, parce que ça va chauffer dans les années qui viennent. Et donc, oui, et puis je vous invite quand même aussi à penser que, en vertu d'une décision de la Cour de justice européenne, si vous mettez des images sur votre site internet, votre blog ou sur Facebook, elles sont libres d'accès. D'abord, si vous allez par le biais d'un réseau social, vous cédez une capacité d'utilisation par le réseau social à travers les conditions générales que vous signez par les conditions générales. Et donc la Cour, il y a cet arrêt Svensson de la Cour de justice qui dit que si on ne protège pas ces contenus sur Internet, ils sont considérés comme étant accessibles à l'ensemble des usagers. Je n'ai pas de recommandation, tout a été dit. Je pense que c'est important d'être éduqué, de savoir les risques. Cette question pratique, en fait, de qu'est-ce que ça veut dire utiliser Glaze. Heureusement que tu fais des vidéos, parce que bon, c'est pas forcément évident pour tout le monde. À la fin, ça va peut-être devenir un plugin dans vos outils aussi, mais pour l'instant, c'est pas encore exactement là. Mettre un tag, des métadonnées dans votre site internet ou les accrocher aux images, c'est très important, parce que finalement, après, le régulateur va aussi faire des statistiques. Il va compter pour voir si ça vous intéresse. Et c'est à partir de cette sorte de visibilité comptable, qui peut paraître pas forcément très intéressante, qu'on va considérer qu'effectivement il y a un enjeu aussi politique. Bien sûr aussi, et d'abord peut-être les voix qui s'élèvent et les gens qui marchent, d'abord. Mais aussi cette analyse un peu plus processuelle de comptabilisation de la présence des métadonnées qui disent pas de IA chez moi. Donc ça, c'est très facile d'utiliser des outils d'analyse systématique qui vont collecter sur Internet tous ces métadonnées et qui vont faire des moyennes. Il y a 3% des images ou des sites Internet qui font valoir ce droit particulier à l'opt-out. Si personne ne le fait, il n'y a pas de problème. Vous n'avez pas manifesté votre intention de vous protéger. Du point de vue du régulateur, alors pourquoi est-ce qu'on nous embête? On nous enquiquine parce qu'il y a 15 personnes qui manifestent, ce n'est pas un problème. Donc là, c'est aussi un truc, ça ne coûte pas très cher, c'est 5 minutes de temps, mais peut-être ça vaut le coup d'y réfléchir et aussi de promouvoir l'utilisation des outils que Frédéric, de manière très pédagogique, nous présente, parce que justement, là aussi, c'est une manière de dire ça, on n'en veut pas. Et pour ajouter à ce que vous avez dit, le meilleur, un des autres moyens aussi, mais vous l'avez déjà dit, c'est de rejoindre, à mon sens, les organisations syndicales, se syndiquer, parler aussi, ne pas accepter les choses comme on veut nous les faire avaler, en fait. C'est rester au courant sur cette question, participer à des tables rondes comme aujourd'hui, se tenir informé, et puis rejoindre des organisations syndicales, tout ça, et les gestions de droits et tout ça, pour montrer qu'on est là, que notre voix doit être entendue. Je ne sais plus ce que je voulais dire, j'ai perdu le fil. Mais après, ce que je voulais dire aussi, c'est que... parce que là, on en est là à ce point-là, mais on voit comme ça évolue vite. Et je voulais parler de ce qu'avait dit Yann Lequin, qui est un très grand spécialiste de l'IA, un des plus grands en France, qui travaille pour Meta maintenant. Et qui en fait, lui, il n'a pas du tout peur de l'IA, c'est lui qui l'a créé, quoi. Donc, mais justement, lui, leur but, c'est que dans une dizaine d'années, on ait tous notre assistant personnel en intelligence artificielle. C'est ça leur truc. Ils sont dans cet objectif-là. Donc ça va évoluer très très vite. Très très vite, c'est vraiment... Après, ils ont fait des études aussi. Il y a des économistes spécialisés dans l'IA qui ont fait des études qui disent que, en fait, ça s'est vu à travers l'histoire, tu en parlais tout à l'heure. En fait, on ne perd pas des métiers, mais les métiers se déplacent, les métiers changent. Donc, voilà, on ne sait pas ce que ça va donner. À mon sens, de toute façon, il ne faut pas avoir peur de la technologie, parce que de toute façon, la technologie... ça n'a pas de sens d'avoir peur de la technologie. Il faut l'encadrer, il faut rester là, à l'écoute, en éveil,
pour travailler tous ensemble sur ces questions et travailler sur un avenir serein pour tout le monde, dans tous les domaines. Voilà. Non, il y a un outil de régulation qu'on n'a pas évoqué, c'est aussi l'outil contractuel, hein, simplement. On a commencé à travailler, notamment avec Jean-Marc, à des clauses contractuelles, simplement déjà de protection de l'auteur vis-à-vis de son éditeur, parce qu'on a aujourd'hui des éditeurs, notamment anglais, qui ont décidé d'entraîner leur propre IA avec leurs propres livres. Est-ce qu'ils ont le droit, est-ce qu'ils n'ont pas le droit ? Écoutez, il va falloir faire un procès, ça va durer 10 ans, donc en fait, vous serez crevé avant. Mais en tout cas, réfléchir à des clauses contractuelles qui disent à votre éditeur, je ne vous autorise pas à utiliser mon travail pour entraîner quoi que ce soit, et je ne veux pas que vos sous-cessionnaires, c'est-à-dire les éditeurs étrangers, quand je vais être traduit, etc., ne le fassent. On peut aussi dire, je refuse que mon livre soit illustré par une intelligence artificielle. On peut le faire dans le contrat. Ou traduit par une intelligence artificielle. Donc c'est aussi un outil qui peut être utile. En l'occurrence, oui, solidarité si c'est image, traduction, etc. Mais même individuellement, qui peut être pertinent. Encore faut-il que les clauses soient bien écrites. Donc ça va pas tarder. Là, Jean-Marc, il s'est dit, je viens en vacances à Angoulême, je bosse pas. C'est bon, je sais pas. Mais enfin, on va essayer d'arriver à faire des choses assez propres. Et ce questionnement-là, les éditeurs eux-mêmes l'ont aussi, puisque eux-mêmes ils se passent des contrats avec leurs sous-cessionnaires, donc ces transferts, est-ce qu'ils veulent leur donner les autorisations de faire du LIA ou pas, ils se les posent aussi. Donc on peut arriver à trouver un accord, je pense, sur ces questions-là aussi. Merci, et je pense que c'est important de vous donner la parole, donc on peut ouvrir les questions à la salle et je viendrai vous donner un micro. Est-ce qu'il y a des questions ? Vous pouvez lever la main. Merci. Déjà, je tiens à vous remercier pour la conférence, hein, super, merci beaucoup, c'est très intéressant. Je m'excuse aussi d'avance parce que je vais devoir quitter juste après ma question, en fait, donc ça fait un peu, je pose ma question et je me barre, mais voilà, j'aurais bien aimé écouter les autres questions. En fait, il y a plusieurs questions que je voulais poser, mais en fait, elles ont quasiment toutes été répondues, donc ça c'est plutôt cool. Du coup, je voulais juste rebondir sur un truc que Marie a dit au tout début, c'est un détail vraiment. Parce que vous avez dit, moi j'aime pas appeler ça IA. Et c'est marrant parce que en fait, j'ai eu ce débat ce matin même avec ma copine sur la question de est-ce qu'on doit appeler ça une IA ou pas. Et du coup, ma question c'est est-ce que effectivement, ne serait-ce que dans le débat public, on ne devrait pas juste appeler ça des algorithmes, au même titre que les algorithmes YouTube ou des choses comme ça. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'intelligence derrière. Non, c'est ça. C'est un générateur d'images, en fait. Ouais. Et on veut nous impressionner avec des mots. Parce que comme ça nous bloque. En fait, ça fait comme un peu le système du lapin avec le phare, tout ça aussi, ça fait partie de ça. Donc, intelligence artificielle, c'est vrai que ça existe. C'est vrai que ça existe. Mais pour moi, Midjourney, après vous me direz, hein, mais pour moi, c'est pas une intelligence artificielle. Pour moi, c'est plus comme un backgammon, là, ou je sais pas quoi, le truc avec toutes les lettres, un jeu dans une boîte qu'on mélange, et puis ça nous fait une image à chaque fois, un mot différent à chaque fois. Mais c'est juste un lancer de dés, en fait, sauf qu'on écrit, voilà. Mais non, ça c'est... Enfin, quelqu'un veut réagir là-dessus ? Pardon, je sais parce que c'est du AI washing, tu vois, enfin, je sais pas comment dire en français, tu vois, comme le greenwashing. En fait, ça emmène le débat sur... Pour avoir des subventions, si tu mets terrain... pas IA, si une start-up, tu mets pas IA dedans, c'est chaud aujourd'hui. Tu vois, donc, c'est pas chaud, j'exagère, mais c'est plus compliqué. Donc on rajoute IA partout. Des objets qui n'étaient pas du tout labellisés IA il y a 5 ans, aujourd'hui, si tu le fais pas, tu passes pour un has-been. Donc forcément, il y a une tendance à l'extrapolation du domaine de l'IA. Mais il faut savoir qu'aussi, quand 55-56, quand McCarthy et son collègue Herbert Simon, futur prix Nobel d'économie, ont inventé le mot IA. C'était en contrepoint d'une génération antérieure, un peu qui dominait sur la cybernétique, et c'était pas sexy, cybernétique, il fallait inventer un mot sexy. Donc le mot sexy, en fait, qui fascine, c'est celui qui collecte l'imaginaire collectif et qui parfois, je dirais, nous engage ensemble dans un terrain d'exploration scientifique, et puis d'autres fois nous coince parce qu'on est quelque part devant l'objet totem IA, et puis on peut plus rien faire parce que bon, comme c'est HAL dans 2001 l'Odyssée de l'espace. Oui, c'est ça, donc ça donne surpuissance de l'IA, l'IA, philosophique, omnipotence, en fait, ça, omnipotence de l'IA. Et c'est pour ça que la pédagogie de la déconstruction est vachement intéressante, parce que quand tu regardes l'objet technique en tant que tel, il n'est pas si compliqué pour de vrai. Et vraiment, enfin, faut pas dire ça de manière exagérée. Vraiment, il n'est pas si compliqué. Les concepts, on les comprend, tout le monde, 100%.
Donc ça aussi un objet qu'il va falloir réintégrer dans un débat public, dans l'espace public, pour lequel finalement encore aujourd'hui il est fantasmé, pour qu'on explique comment ça marche pour de vrai. Et quand tu expliques comment ça marche pour de vrai, tu vois que les données sont au cœur de la machine, tu vois que l'élément intermédiaire, alors on a des génies, du coup, hein, Yann Lequin il est très fort, etc. Tout ça sans problème, bien sûr. Mais finalement, c'est plein de recettes, ces trucs-là. Et donc, on peut dire, c'est des algorithmes. C'est algorithme de pompage le de mot données. générique, tu vois. Mais il faut comprendre ce qui se passe pour aussi voir les failles du système et là où il faut vraiment agir. Si on ne comprend pas, si on en fait un objet totémisé, on ne sait pas comment l'aborder. Il est fugace, il vit dans l'éther des idées, quoi, en fait. Mais il faut arriver à l'attraper. C'est Donc juste en un programme, le quoi. comprenant. Oui, moi j'insiste là-dessus pour dire que c'est un service commercial. En fait, bêtement, c'est un truc qu'ils ont mis sur le marché pour gagner de l'argent. Donc ça, c'est le premier niveau, et qu'ils veulent faire de l'argent en ayant effectivement construit des bases de données d'œuvres qu'ils ont moissonnées tant qu'ils pouvaient, sans autorisation. Parce que tu disais la directive 2019 nous embête. Non, parce que non, elle ne peut pas vous embêter parce que les moteurs qui sont disponibles, ils l'ont fait bien avant. Et qu'il n'y avait absolument pas, même pas un demi-mot écrit sur ce sujet-là dans une directive. Donc, en plus, il y a eu la transposition, et on est bien d'accord qu'elle ne correspond pas, en France comme en Belgique, aux règles du droit d'auteur qui sont prévues dans la directive elle-même. Et donc, non, il ne faut pas avoir peur de text et data mining, c'est du bullshit de la Commission européenne, sous la pression de votre président. Merci à lui, respect total. En fait, sur ce truc de l'IA, il y a cette espèce de fascination qui a été la même il y a 2 ans sur les NFT. Oh, les NFT, c'est incroyable, etc. Donc, bam, 250 startups qui font de la NFT, récupèrent des subventions publiques. Et l'année d'avant, c'était quoi? C'était la blockchain. Ah oui, c'était. Donc, on a ces espèces d'emballements qui sont notamment des emballements de communication et des emballements de politique parce qu'ils semblent répondre à un truc. Et effectivement, l'an dernier, enfin, il y a 3 ans, tu voulais une boulangerie? Ouais, non. Ah ouais, mais moi, ma boulangerie, elle est blockchain. Ah! Je vais vous filer du pognon. On est encore là-dessus, et c'est ça. Enfin, le plan IA, machin. Enfin, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, il y en a des tonnes de formes différentes qui n'ont pas grand-chose forcément à voir les unes avec les autres. Et évidemment, le vague du vocabulaire n'aide pas à la compréhension. Voilà. Merci beaucoup. J'aimerais juste revenir sur quelque chose que vous avez dit avant, au sujet que les gens préfèrent une création vivante et du papier et de l'encre. C'est pas vraiment vrai, et je pense que c'est quand même lié à une génération. J'essaye effectivement d'expliquer, surtout via Facebook. Oui, mais cette image, c'est pas vrai, hein. C'est pas réel, ça a été produit par une machine. Et généralement, les gens s'en foutent et ils me disent plutôt ouais, mais c'est égal, si c'est fait par une machine, c'est joli. Je pense qu'il y a 2 choses qu'il faudrait faire. C'est d'une part promouvoir effectivement la création par des auteurs vivants, en disant que voilà, vous aidez des gens et vous empêchez que tout devienne pareil, lissé, et qu'on tourne en rond. Mais d'autre part, pour faire ça, il faut absolument aider les gens à identifier les images. C'est ça, tout à fait. Alors, juste pour revenir, j'ai pas dit que les gens préféraient ce qui était fait main. C'est que à l'heure actuelle, il y a ça a peut-être mal été compris, mais les gens vont vers le fait main, vont plus maintenant vers les trucs faits artisanalement, tout ça. Il y a un regain de ça, alors qu'il y a quelques années, c'était pas du tout ça. Mais non, en fait, à l'heure actuelle, on aime autant ce qui est fait en numérique que ce qui est fait en traditionnel au niveau du dessin. Ça, de toute façon, il n'y a qu'à voir les productions qui se retrouvent dans les bacs. Mais effectivement, oui. Et ça, après, c'est bien notifié sur ce qui est réalisé. Qu'est-ce qui est fait? On le disait tout à l'heure. À combien de pourcentage peut-être une IA a été utilisée? Si ça a été fait que par l'artiste, il n'y a que l'artiste. S'il y a de l'IA dedans, ça doit être notifié dessus pour que le consommateur, les gens qui achètent de la culture, qui le sachent. C'est hyper important, effectivement.
C'est déjà le cas dans le droit de consommation. Si vous êtes dans un chatbot, moi je suis panique. D'abord, je ne sais pas bien utiliser le téléphone. Et du coup, donc des fois, j'aimerais bien parler à des gens pour de vrai qui m'expliquent pourquoi mon billet de train, j'arrive pas à le changer, ou j'en sais rien. Bah non, je tombe maintenant sur il n'y a pas d'humain dans la boucle, il y a des machines qui me répondent. Et c'est très troublant quand on est un peu hors du coup de ne pas savoir en fait à qui on parle. Donc là, on nous dit, bah oui, on va vous dire. Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce qu'on nous dit vraiment les choses? Je ne sais pas. Et est-ce que c'est pas, enfin, finalement, mettre des labels obligatoires? Et là, c'est le droit qui doit le faire. On doit l'imposer. C'est la force juridique qui doit agir pour dire ça. Ce qui n'est pas facile, parce qu'évidemment, on peut passer à côté, on peut mentir, tout ça. Mais si au moins on manifeste une intention collective d'aller vers un peu plus, alors de transparence encore une fois, mais de traçabilité de la place de l'humain dans le travail et dans la production, ou de la place de la machine comme intermédiaire dans la production. Et éduquer l'œil, c'est très important aussi, parce qu'au bout d'un moment, on perd le fil. Oui, et on s'en fiche peut-être. Il faut absolument que ce soit identifiable voilà, quelque part. C'est ça. Parce qu'on va voir que tout ce qui est mid-journey, enfin produit, bah, ça a la gueule de mid-journey, quoi, finalement. Donc, ouais, peut-être. Ouais. Ouais, mais... Parce qu'il y en a, par exemple, des architectes qui vont dire ce truc-là, c'est impossible. Voilà. Regardez bien dans le coin gauche en bas, on voit bien que ça c'est pas bien fini, ça c'est généré par IA. Et toi-même, qui est pourtant un professionnel de l'image, tu l'as pas vu. Tu peux pas demander ça aux gens. Oui, alors c'est vrai que quand je regarde mon fil Facebook, je repère beaucoup d'images faites par Midjourney et il y a une certaine déjà écœurement. Donc on voit une lumière, machin, mais parce que effectivement c'est des gens qui ont dit tiens bah fais-moi ça, sans préciser beaucoup d'autres choses. Et je pense qu'il y a moyen, enfin c'est sûr qu'il y a moyen de faire des images indétectables, quoi. Mais enfin il y a déjà une lassitude qui apparaît pour les images par défaut. Et il y avait un aspect dont vous n'avez pas parlé. J'avoue que je suis pas trop au courant là-dessus, donc ça m'intéresserait d'avoir des infos. C'est l'aspect durabilité écologique, parce que finalement un auteur de BD il va manger quelques pâtes, il va utiliser un peu d'électricité ou un peu d'encre. Mais il me semble que ces technologies sont très très gourmandes et c'est peut-être un moyen de lutter contre elles parce que c'est pas durable, quoi. C'est un sujet qui est pas trivial. Oui, c'est très gourmand. L'entraînement, c'est extrêmement énergivore, mais attention, ils font des progrès et du coup, ils ont aussi des labels de vertu en disant ouais, mais moi, je suis moins énergivore que les autres. Par contre, objectivement, si j'installe Stable Diffusion sur mon ordinateur et que je lui demande de générer une image, ou 10 ou 20, je pense qu'il consomme moins d'images que quand David, avec qui je travaille, fait les images parce qu'il est toute la journée sur son ordinateur. Donc, il y a... Je ne suis pas entièrement certain. Alors, il est certain que les entraînements sont très très lourds, mais l'utilisation est relativement légère, notamment par le gain de temps. C'est-à-dire, ok, j'ai un spike de consommation d'électricité au moment de ma production d'images, mais en même temps, un iMac qui est allumé pendant 4 jours parce qu'il faut faire les couleurs et les machins et les trucs sur Photoshop, ça consomme aussi. Donc, sur la totalité de la chaîne de consommation énergétique, je ne sais pas exactement s'il y a déjà des études. Ouais, s'il y a des études, en fait, effectivement, et si on prend l'intégrale, enfin la totalité de bout en bout, c'est très 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 coûteux en fait. Et ça c'est assez linéaire, c'est pas encore une exponentielle comme on est habitué, mais en fait on voit que de plus en plus ces énormes fermes, je sais pas comment on dit en français, les fermes là, de serveurs dédiés à l'IA, explosent. Si vous allez visiter, alors les serveurs de Google, allez voir sur internet, c'est des hypermarchés avec que des machines avec des couloirs infinis. OpenAI c'est pareil en fait, hein, donc c'est pour ça qu'ils sont associés à Microsoft. Microsoft leur a fait le boulot de la machine, en fait, de calcul, de comment digérer tout ça. Comme il y a beaucoup de données pour entraîner des très très grands modèles, il faut beaucoup de temps de calcul. Au moment de la fabrication de ces modèles, comme tu dis, c'est énorme. Et là, c'est comparable au transport aérien. Donc il faut prendre, pas que l'IA, hein, mais le numérique en général. Ça veut dire aussi les moteurs de recherche et tout ce tralala. Donc là, c'est un coût social, enfin socio et écologique du coup, mais qu'il faut prendre en compte. Après, c'est vrai qu'il y a un débat sur la frugalité des modèles de génératifs,
qui nous dit on a bien conscience de ça, on est tous contre le changement climatique, on essaie de faire quelque chose, et c'est un débat, un argument de vente, de plus. C'est-à-dire qu'en fait, on fait des modèles qu'on appelle frugaux ou parcimonieux, qui ont moins de paramètres, qui font à peu près les mêmes résultats, mais on ne se pose pas nécessairement, parce qu'on a dévié la question, d'autres débats dont on a parlé aujourd'hui, celui de certaines atteintes au droit ou des mécanismes de normalisation, de production, d'atteinte à la démocratie, à la liberté de penser aussi, si on veut réfléchir là-dessus, à cette notion de vérité qui nous échappe complètement aujourd'hui. On ne sait pas, je suis d'accord, sur les photos, personne ne sait. Interpol, il y a quelques années, il y a une quinzaine d'années, avait mis en place, une dizaine d'années, un département qui était dédié à essayer d'identifier les deepfakes. Où je me souviens à l'époque, ils regardaient les deepfakes dans les vidéos, les gars ou les femmes en fait battaient des cils de manière trop régulière. On les détectait comme ça. On regardait un filtre, puis on regardait, ça faisait on battait les cils de manière comme des robots. Évidemment, 2 minutes après, on corrige. Enfin, il n'y a plus ça. Donc, il faut trouver d'autres arguments pour tout le temps dans le jeu de chat et la souris, essayer d'identifier. À un moment donné, on n'y arrive plus. Parce qu'il y a une sorte de convergence. Sur la photographie, on n'est pas très loin. Et à la limite, si on bosse un peu, tu coupes les doigts, tu enlèves la partie des doigts et tu reconnais plus. Et puis sur les images, je pense que c'est autrement important parce qu'il y a un enjeu créatif, je nie pas l'artiste photographe, mais sur l'aspect graphique, le travail du graphiste ou du scénariste, là il y a un enjeu aussi de l'attachement personnaliste, c'est-à-dire ce que tu disais au tout début, comment tu fais valoir l'importance de ta voix personnelle dans cet objet-là. Donc c'est pas le même enjeu que l'écologie, c'est très important, on n'en parle pas assez, mais on commence à en parler. Il ne faut pas que ça nous dévie finalement de ces autres questions, quoi. Je voulais juste dire un petit truc, c'est que de toute façon, ça va pas les empêcher. Ils vont être contents de mettre des panneaux solaires dans les déserts. C'est ça, quoi, au niveau de l'énergie. Ça servira à quelque chose, les déserts. Et c'est bien le réchauffement climatique, du coup. Oui, a priori, c'est tout à fait c'est envisageable. On peut le calculer très très vite. Ça se fait sur le Google, tu fais une recherche Google, vous faites une recherche Google, mais t'as un coût, t'as X grammes carbone, je me souviens plus du chiffre, j'avais calculé ça il y a pas longtemps, donc ça a dû changer, associé à chaque clic. Et nous, c'est vrai qu'on est dans ces interfaces toutes blanches. Le coût de l'interface que tu as dit, je sais pas qui l'a dit tout à l'heure au début, sur le fait que ça semble. Il y a l'idée effectivement que ça semble complètement simple. On vous donne l'illusion du choix parce que tu as cliqué, pouf, le résultat arrive. Et il n'y en a pas tant que ça. Tu en as 3, 1, 4, quelques. Ok. Et on ne te montre pas la partie, ce que tu disais Frédéric au tout début, sur la partie cachée de l'iceberg, qui est finalement tout cet espace calculable, peut-être un peu déterministe, dans lequel on va piocher. Donc on a cette illusion en fait de la simplicité, et on cache aussi ces notions, par exemple l'écologie que vous releviez à l'instant, et qu'on pourrait labelliser, mettre un coup, comme on fait avec la Nutri-Score, ça s'appelle pour la bouffe. Pareil, en fait on pourrait mettre un indice, je suis pas sûr que le Nutri-Score pour l'IA, je sais pas qui c'est qui en a parlé là récemment, pas ici, ça marcherait parce qu'en fait on est dans une gradation, c'est difficile des fois d'y dire oui/non en fait. Des fois quand on n'a que cliqué, mais il y a tout un espace où il ne faudrait pas qu'on puisse dire j'ai bidouillé un tout petit peu, donc je suis plus dans le registre de l'IA générative, mais ailleurs. Mais oui, ces labels peut-être auront de l'importance pour aussi éduquer le public. Oui, sur le numérique responsable, je vous invite à aller faire le MOOC. Il y a un MOOC gratuit de 5 heures de sensibilisation au numérique responsable qui a été fait par l'Institut du numérique responsable, qui est une entité publique et dirigée par un chercheur de l'Université de La Rochelle. Malheureusement, il dit aussi que, en fait, une grande partie de l'impact du numérique qui est en train de dépasser l'aviation civile est due au smartphone. Et ça, il faut quand même le rappeler, parce qu'un smartphone, c'est plus de 70 métaux rares qui sont extraits dans des conditions sociétales et environnementales très importantes. Donc l'IA aussi, c'est pas du tout pour minimiser sur l'IA, hein, au contraire, mais malheureusement, nous sommes les premiers responsables en achetant trop de smartphones. Bon voilà, on pourrait en parler pendant des heures, mais en tout cas, il y a ce MOOC gratuit en ligne qui dure 5 heures, qui peut donner lieu d'ailleurs à une certification, et je vous invite vraiment à le faire. Et j'avais une question, c'est est-ce que, parce que là on a parlé quasiment exclusivement d'IA générative, alors c'était peut-être seulement le sujet aujourd'hui, je ne sais pas, est-ce que l'IA
peut être aussi un apport dans la découvrabilité d'un catalogue d'un éditeur. Parce que on sait qu'il y a un problème aussi aujourd'hui, c'est que il y a un nombre de BD publiés très grand, et donc on a un enjeu de découvrabilité pour le grand public. Et donc, est-ce que, s'il y a des apports à retenir, est-ce que ça peut être un apport ? Ben oui, c'est un outil. Là, pour le coup, ça serait un outil. On ne va pas le mettre à la phase générative. C'est un objet de représentation. En fait, l'IA, il y a deux étapes en fait très importantes qui ont permis les succès qu'on connaît aujourd'hui. C'est une manière de représenter des objets complexes, la parole, le langage commun, le son, la musique et l'image, par exemple, mais les actions aussi, pareil, les gestes, dans un espace de chiffres, de symbolique, qui est traitable par la machine et qui après peut permettre d'en reproduire des équivalents en sortie. Ces espaces, en fait, qu'on appelle des plongements, on se plongerait dans un espace un peu différent, celui de la machine, permettent de représenter les objets et de mesurer, par exemple, des distances entre ces objets. Donc, une fois qu'on a cet outil distance, on peut se promener et regarder, à partir d'une requête, explorer un entourage, un paysage dans lequel on viendrait trouver des éléments à découvrir. Donc, il y a un élément exploratoire, un moteur de recherche, on peut le concevoir aujourd'hui comme une manière d'utiliser justement ces espaces pour aller explorer des voisinages de points. Donc ça peut être dans ces cas-là intéressant, et c'est plutôt l'aspect descriptif que permet l'IA que l'aspect génératif. Donc aujourd'hui, effectivement, on n'a parlé que de l'aspect génératif. Dans le business pour de l'industrie, ce truc-là est largement dominant. C'est 95% des applications, elles sont dans l'aspect, ce qu'on appelle discriminant de l'IA. C'est discriminer deux entités, dire oui, non, décider, c'est discriminer à la fin. Donc ça va être dans cet espace-là qu'on va utiliser l'IA très largement. Dans l'espace industriel, c'est déjà le cas. Et la part générative prend le relais maintenant parce qu'on lui trouve, quelque part, on est un petit peu fasciné, comme on disait. Mais vous avez complètement raison, ce n'est pas du tout le seul usage. Et vous pourriez imaginer des usages utiles dans l'espace de l'outil, dans lequel il s'agit plutôt de discriminer, ou de vous aider à décider, ou de vous indiquer peut-être de nouvelles ressources, de nouvelles pistes de réflexion, plutôt que de générer. Ouais, voilà, ça existe aussi. Ouais. Quelqu'un d'autre pour une question ? Bonjour. Dans combien de temps aura-t-on deux prix pour le même album ? L'un dessiné par Uderzo et l'autre dessiné par l'apprentissage intelligent ou l'apprentissage, comme vous l'avez dit. Alors déjà, ça existe déjà. Au Japon, il y a... qui était l'auteur d'origine, c'est l'auteur de Astro Boy, je n'ai pas en tête son nom, mais ça y est, son fils a dit top, on va refaire des albums de mon père, ça va être trop génial, et en plus il aurait trop adoré, et c'est cool. Bon. Peut-être, c'est difficile de dire un truc parce que sur ce sujet-là, c'est l'ayant droit qui est représentant du père, entre guillemets, qui décide de faire un album. Ça a quand même été un peu galère d'après ce que j'ai pu voir en interview, mais enfin ça a déjà commencé. Je pense qu'il y aurait une véritable résistance aujourd'hui de la part de jury à donner des prix à des œuvres générées, dans la plupart des cas. Mais en fait, il y a déjà eu plein de prix donnés à des œuvres IA. C'est juste que les gens ne le disent pas au départ. Alors des fois, ils ne le disent pas du tout. Ensuite, des fois, ils le disent après en disant « Ah, je vous ai trop niqué ». Et des fois, alors c'est comme dans le cas de cette autrice japonaise, elle a eu l'équivalent du Goncourt, donc elle dit, après avoir reçu le prix, parce qu'elle n'est pas folle, j'ai écrit 5% de mon texte a été directement rédigé par ChatGPT, c'est-à-dire sans retouche de sa part, et une partie des dialogues est issue de mes conversations avec l'IA. Voilà. Il peut y avoir aussi chez certains artistes des choses qui sont du domaine de la psychiatrie, enfin des problèmes. Non, mais parce que, par exemple, elle dit, moi, mon objectif, c'est d'avoir une bonne relation avec l'intelligence artificielle. Donc, on en a assez peu parlé, mais il y a aussi ce truc-là de la relation personnelle de l'humain à l'humain, qui est un véritable enjeu. Aujourd'hui, parmi les gros acteurs d'intelligence artificielle, il y a des sites qui vous permettent de créer votre petit ami. Comme vous voulez, donc voilà, elle est comment ? Elle est blonde avec des gros seins. Ah, vous êtes très original. Donc, on l'a créé, il vous génère des photos, et à partir de là, vous allez pouvoir parler avec elle, établir une relation. Elle vous envoie des selfies, elle vous demande comment ça va. Attention, et elle peut vous dire, attention, il y a du trafic sur la route pour rentrer à la maison.
il y a quand même quelque chose qui me paraît à moi assez dangereux. On va pouvoir, parce que là pour l'instant il n'y a que des photos, mais c'est dans très peu de temps, on va pouvoir avoir des relations sexuelles avec sa petite amie virtuelle. C'est clair et net. Donc oui, c'est aussi quelque chose que je trouve assez préoccupant. Voilà, peut-être qu'on pourrait en faire un album d'Astro Boy. Je ne sais pas. Bonjour et merci pour cette conférence. J'avais une question reliée au Festival d'Angoulême, à la bande dessinée. On voit que notamment ChatGPT avec DALL-E commence à créer des bandes dessinées plus ou moins cohérentes, plus ou moins consistantes. Est-ce que vous imaginez un futur où il y aura un outil de création qui permettrait de créer des comics pour tout le monde de façon cohérente, consistante, avec un style propre à chaque utilisateur? Est-ce que vous envisagez ça et qu'est-ce que vous en penserez si ça arrivait? Un style propre à chaque utilisateur, j'y crois assez peu. Globalement, on peut créer des images spécifiques au style de n'importe qui. On peut faire des systèmes de surentraînement, des LoRa, etc., qui permettent, alors qui sont utilisés aujourd'hui pour copier du Moebius, par exemple, pour copier tel ou tel artiste. On peut imaginer qu'on entraîne une intelligence artificielle sur ses propres images. C'est quelque chose d'envisageable. Est-ce qu'on peut créer des comics? Mais oui, mais bien sûr. En plus, le comics, c'est un truc relativement standardisé, donc c'est très très facile. C'est pareil pour le manga. Le manga est en véritable danger. Les auteurs de manga sont en danger parce que la structure même de la production, je parle mainstream de manga, est quelque chose de standardisé. Et ce qui va se passer probablement, c'est on va engager une équipe d'humains au départ. Ils vont faire le premier tome, une bible, des choses comme ça. Et derrière, on va en garder un dans le tas qui va assurer une espèce de suivi éditorial et les autres, on dégage tout le monde. On va avoir la même chose au-delà de la BD, on va avoir la même chose pour des films. Si je reviens sur cette histoire de petite amie virtuelle et de choses comme ça, c'est parce que d'une manière générale, le monde de la pornographie se saisit toujours très très vite de toutes les ces avancées technologiques. Mais on va avoir sans problème, qu'est-ce que tu veux voir aujourd'hui? Ben, j'ai envie de telle et telle scène de cul sur mon ordinateur, et elle sera générée avec les personnes que vous voudrez à l'intérieur et selon des préférences que la machine aura compris que ça vous plaisait plus que ça. Enfin, il n'y a pas d'impossibilité à ça. Qu'est-ce que j'en pense? Non, mais quel est l'intérêt? À un moment donné, c'est ça, c'est quel est l'intérêt? Quand on produit une œuvre, on a des influences diverses et variées. On a des trucs qu'on a aimés, qu'on n'a pas aimés. L'ensemble de ce qu'on a pu lire, voir, entendre nous influence d'une manière ou d'une autre. Mais tout ça, c'est passé au spectre, c'est ce que tu disais tout à l'heure, de notre propre vie, de notre vécu, de notre enfance, de nos traumas à nous, à un moment donné. Et ce qui fait qu'une œuvre est intéressante, c'est la connexion qui existe d'un humain à un autre humain. C'est un humain qui lit mon livre, qui va l'interpréter avec son propre vécu. Donc c'est un lien entre son vécu et mon vécu. C'est ça qui fait une œuvre d'art à un moment donné. Si je lui dis, vas-y, fais-moi un truc, je fais écrire à ChatGPT un scénario, c'est pas bien compliqué. Je vais demander de faire un scénario de Batman, par exemple, avec une enquête un peu dans tel style noir, très bien. Et derrière ça, je balance ça dans une IA qui va me faire les images. On a un peu perdu l'essence du truc. C'est pour ça que les gens ils disent parfois les images elles sont jolies, oui. Mais à dire vrai, moi des fois, je sors de chez moi, il y a des fleurs, c'est joli. C'est pas ça l'art, c'est pas ça la culture, c'est pas ça qui est important. Le beau, c'est chouette, mais c'est pas forcément ce qui compte le plus dans une œuvre d'art. Oui, pour aller appuyer dans ce sens, continuer dans ce sens, en fait, je pense qu'il y aura... Enfin, c'est toujours des spéculations, parce qu'on ne sait pas ce que ce sera. Mais à mon sens, à mon avis, il y aura deux voies. C'est-à-dire, il y aura ceux qui ne sont pas capables, avec leurs mains, en fait, de créer visuellement quelque chose. Donc, ça va être un outil pour eux de générer des images, en fait. Parce que
l'artiste profondément, l'artiste profond, celui qui crée, celui qui scelle, hein, bien sûr, ce qu'il aime, ce que l'artiste aime, c'est la création justement. Donc c'est tout du départ de la page blanche à commencer à écrire son truc, à le construire, et le dessin, que ce soit en numérique, hein, mais sur papier, parce que moi je travaille les deux, l'outil numérique et le traditionnel. J'adore ça, c'est ma passion, c'est ancré en moi. Le crayon sur le papier, la texture du papier, l'encre, l'aquarelle, que ce soit la gouache, tout ça, multitechnique, j'adore tout ça, ça fera toujours partie de moi, et c'est une extension de mon expression. Donc l'IA, j'en ai rien à faire en fait de ce qu'elle fait, parce que ce qu'elle génère, ça m'intéresse absolument pas. Ça correspond pas du tout. Et en fait, c'est pas des trucs. Les deux existeront, parce que chacun a sa façon d'exprimer ses trucs, à sa façon. On a chacun notre langage. Merci Marie. Il est midi. Marine. En fait, on peut en revenir à travers ce que tu dis à la notion même de droit de la propriété intellectuelle. Pourquoi est-ce que ça existe? Pourquoi est-ce que le droit d'auteur, ça existe? Qu'est-ce qu'on protège? On protège l'expression de la personnalité de quelqu'un. C'est ça qui est protégé. Je ne suis pas auteur, quand je vais acheter du pain, je ne suis pas auteur. Quand j'écris un texte technique, je ne suis pas auteur. Je suis auteur à partir du moment où le travail que je produis devient l'expression de ma personnalité. On ne peut pas, de mon point de vue, déléguer l'expression de sa personnalité à une machine. Et par contre, on peut faire du travail à deux humains. Moi, c'est ce que je fais. Je travaille avec des dessinateurs et des dessinatrices. Et on a une expression de deux personnalités. C'est très, très riche. Mais chaque fois qu'on enlève ça, c'est l'essence même qu'on perd, quoi. Voilà. Merci. Donc il est midi. Malheureusement, on doit s'arrêter là pour aujourd'hui, même si les débats pourraient être encore très longs. Merci à tous et à toutes pour votre attention. Merci à nos conférenciers.